Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde organisée par FSC France. J'espère que vous nous voyez bien au fond. Malheureusement, il n'y a pas d'estrade. Avec le micro, vous nous entendrez bien normalement. Bienvenue à l'Académie du Climat, d'ailleurs, qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour cette table ronde. La salle est un petit peu chaude, donc je pense que l'Académie du Climat porte bien son nom dans cette salle aussi. Malheureusement, j'allais dire, vu les températures aussi élevées aussi tôt dans l'année. Notre table ronde aujourd'hui, c'est État, entreprise et certification. Que va changer le règlement européen sur la déforestation importée? Vous savez peut-être qu'on est le 29 juin 2023, je pense que vous l'aviez noté. Et le 29 juin 2023, c'est l'application du RDIE, l'entrée en vigueur du RDIE dans l'Union européenne. Donc 18 mois plus tard, il sera appliqué dans les États membres, 24 mois pour les TPE et les PME, mais retenons la date de 18 mois, c'est-à-dire donc le 29 juin 2024. Et puis une autre chose, mais ça je vais peut-être laisser la primeur à Diane pour dire que l'Union européenne a un peu avancé sur la compréhension de ce RDIE, parce que dans cette table ronde, on va beaucoup essayer de comprendre ce qu'est le RDIE et ce qu'il peut impliquer. Peut-être un petit point aussi pour vous dire en introduction que le RDIE, au départ, on avait beaucoup parlé de déforestation importée, notamment dans le cadre de la SNDI, Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Pareil, je laisserai la primeur de cette information à Diane. On parlait beaucoup de déforestation importée et finalement ce RDIE, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt, on pourrait l'appeler règlement sur la déforestation et la dégradation des forêts. J'enlève le mot importé et j'ajoute le mot dégradation. On pourra en parler aussi pendant cette table ronde. Nous, à FSC, ce qu'on constate, c'est qu'on a enfin un règlement qui a force de loi sur la déforestation. FSC, on est arrivé en 1994, suite à la conférence de Rio de Janeiro de 1992, qui a beaucoup parlé de développement durable, donc finalement de dialogue entre des parties prenantes environnementales, sociales et économiques, qui ensemble se sont regroupées pour essayer de trouver une solution que les États, et c'est pas une critique, c'est un petit peu une critique des États, mais c'est des États d'une autre époque, qui n'avaient pas forcément mis les choses en place en 1994, ça c'est certain. Et donc ces acteurs se sont regroupés pour trouver une solution. Et cette solution, une des solutions en tout cas, ça a été de mettre en place une certification. La certification FSC est née comme ça. Cette certification est née pour lutter contre la déforestation et déjà à l'époque la dégradation des forêts. On va revenir sur ce mot qui va être à mon avis un mot-clé de notre discussion. Donc FSC peut être que ravi qu'enfin en 2023 un règlement contraignant se mette en place sur la déforestation. Peut-être qu'au-delà du fait d'être heureux qu'un règlement se mette en place, il va falloir quand même qu'on discute de comment le mettre en place. Et là, c'est les grandes questions qui vont se poser, avec peut-être un peu d'inquiétude de certains, notamment du côté des entreprises, évidemment, sur comment le mettre en place. D'autres peuvent être peut-être un peu plus sereins dans certains domaines économiques. On en parlera tout à l'heure. Et évidemment, les ONG, je suppose, applaudissent la mise en place d'un tel règlement pour notre continent. Peut-être pour vous dire rapidement qu'on a aussi sondé certains d'entre vous, en tout cas ceux qui s'étaient inscrits à une certaine date, donc peut-être que les derniers inscrits n'ont pas eu ce sondage, et donc vous donner un aperçu de ce qu'on retire de ce sondage quand il apparaîtra. Donc on a eu 22 répondants, hein, ce n'est pas un sondage Ipsos, hein, mais ça donne quand même un aperçu. Et ce que vous souhaiteriez entendre pendant cette table ronde, on vous a posé la question ce que vous souhaitiez entendre. Et donc, vous nous disiez une compréhension générale de ce que le RDIE va changer. Donc ça, c'est quand même un point important. Et je vais directement aussi sur les impacts du RDIE sur la traçabilité des produits. Je crois que c'est vraiment le gros sujet dont on va parler aujourd'hui, puisque 82% d'entre vous sont intéressés, enfin des répondants, sont intéressés par ce sujet-là. On va commencer à expliquer ce que le RDIE dans mon introduction, mais on va en parler pendant toute la table ronde, évidemment, avec les intervenants ici présents qui pourront apporter des précisions. On aura aussi un débat avec la salle. Ça me semble très important que vous puissiez avoir des questions après cette table ronde, pour que ça ne soit pas juste un entre-nous, tous les 5 qui discutions de ça, mais qu'on puisse ouvrir à toutes les questions qui pourraient être posées.
Alors, le RDIE, vous le savez peut-être, là on est à FSC, donc on s'intéresse aux produits bois, mais ce n'est pas que les produits bois, hein, c'est tous les produits agricoles en fait, qui peuvent engendrer de la déforestation. On pense au soja, on pense à l'huile de palme, on pense aussi au caoutchouc. Je ne les ai pas tous en tête, peut-être que tu pourras éventuellement compléter, Diane, mais c'est les commodités importantes en termes de déforestation, et évidemment le bois, d'où votre venue aujourd'hui sur cette table ronde FSC. On est sur un règlement européen. Je parlais tout à l'heure du fait que ça s'appliquait au départ. L'idée était de parler, notamment dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place par la France, de parler de produits importés. Il s'avère que, comme l'Union européenne a signé des accords de l'OMC, quand on applique des choses aux autres, il faut se les appliquer à soi-même. Donc ce qu'on demande des forêts ailleurs dans le monde en termes de déforestation et dégradation, il faudra l'appliquer aussi dans notre gestion forestière. Donc ça, c'était un élément du sondage que je vous ai montré tout à l'heure, avec certaines personnes qui étaient aussi intéressées par qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en France, notamment les forestiers français, ou les industriels. Ça, Paul-Antoine, tu nous en parleras. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? En quelques grandes lignes, donc on a des règles de gestion forestière qui vont être, comme peut-être vous en avez entendu parler, le RBUE, Règlement Bois de l'Union européenne, qui date de 2013. Ça, Caroline, tu nous en parleras beaucoup parce que tu as fait une analyse de la différence entre le RBUE et le RDUE. Désolé pour ces acronymes, ce n'est pas de la faute d'FSC pour une fois, mais de l'Union européenne pour le coup. Le premier point, ça va être de respecter les lois des pays de production. Donc ça va beaucoup ressembler à ce qu'on avait déjà dans le RBUE finalement. Et le RDUE, en plus d'ajouter d'autres commodités, ajoute un ensemble de règles sur la gestion forestière, comme par exemple le respect des droits des peuples autochtones. Et d'ailleurs, il y a un acronyme que, pareil, tu pourras nous expliquer, Caroline, qui est le FPIC, le CLIP en français. On en parlera tout à l'heure, qui devra être appliqué aux gestionnaires forestiers qui ont des forêts où se situent des peuples autochtones. Et puis, et c'est peut-être le sujet le moins simple, le plus compliqué, je ne dirais pas ça, mais le moins simple, qui va peut-être te faire aussi un peu parler, Paul-Antoine, et puis Yann pour le WWF, c'est la question de la dégradation. On y reviendra, mais l'idée, c'est de ne pas convertir une forêt, et j'utilise des mots très simples pour qu'on se comprenne, hein, ce n'est pas les bons mots, hein, mais de ne pas convertir une forêt naturelle en forêt de plantation, considérant qu'elle est moins intéressante en termes de biodiversité, plus impactante pour les sols, pour l'eau, etc. On y reviendra. Après, ces questions de gestion forestière, le gros sujet, et on l'a vu dans le sondage, c'est la question de la traçabilité. La traçabilité avec une traçabilité géographique. Et c'est ça le gros sujet. Donc, c'est-à-dire être en capacité de savoir identifier par une cartographie où sont les produits. Et en ce qui nous concerne, où sont les arbres qui sont coupés. Ça, c'est une première chose. Après avoir fait ce repérage, si vous voulez, géographique dans les forêts, il va falloir aussi s'assurer qu'il y ait une traçabilité tout au long de la chaîne de valeur de la forêt, finalement, jusqu'au consommateur, puisque c'était l'esprit de ce règlement. Ça va être mis en place par ce qu'on appelle, et c'est encore un terme qu'on pourra traduire pendant cette table ronde, à travers une diligence raisonnée, terme qu'on avait déjà d'ailleurs dans le RBUE, donc on retrouve dans le RDUE. On verra ensemble pendant cette table ronde ce que veut dire la diligence raisonnée. Certains ici, évidemment, connaissent très bien ce terme et pourraient compléter d'ailleurs après la table ronde sur ces sujets-là. Les entreprises concernées, contrairement au RBUE qui concernait les entreprises qui mettaient sur le marché, ça va concerner toutes les entreprises de la chaîne de valeur, avec peut-être certaines nuances qu'on pourra dire tout à l'heure. Mais en gros, je crois qu'il faut retenir que pratiquement toutes les entreprises devront faire leur diligence raisonnée tout au long des chaînes de valeur. Donc imaginez-vous ce que ça veut dire, parce que là on parle du bois, mais on va parler aussi de toutes les commodités. Donc il va falloir faire des diligences raisonnées pratiquement dans tous les secteurs économiques qui utilisent des matières premières. Ce que je vous propose, c'est que, et puis peut-être aussi sur ce RDIE, ce qui est, on en parlera certainement aussi pendant cette table ronde, on a eu, et encore récemment, des critiques du RBIE qui étaient très liées en fait au manque de moyens de l'État pour assurer les contrôles. Un élément assez fondamental du RDIE, c'est que l'Union européenne en fait donne plus que des guidelines, je ne sais pas comment dire ça,
des objectifs beaucoup plus précis que ce qui avait pu être le cas avant, sur comment les États vont devoir s'assurer de faire effectivement les contrôles sur le terrain des entreprises. Voilà pour cette introduction. J'espère que ça vous a posé un petit peu le cadre. Pour ceux qui n'avaient pas tous les éléments sur ce machin RDUE qui n'était pas clair, que vous ayez au moins les premières bases avant qu'on rentre un peu plus dans les détails tous ensemble. Alors, avant de commencer la table ronde, et je vais commencer par les dames, je vous propose en quelques minutes qu'on se repère. Donc, je vais commencer par toi, Diane. Donc, tu es directrice adjointe du commissaire général au développement durable. Je ne me suis pas trompé, on est d'accord. Au ministère de la Transition écologique. Je te laisse la main. Du coup, si tu peux prendre le micro pour nous dire un peu, en quelques mots, quel est ton rôle dans ce dispositif. Alors, donc je suis donc adjointe au commissaire général au développement durable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On anime depuis maintenant 3 ans, avec ma collègue Marine Revoul qui est présente ici, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, et on a travaillé avec nos collègues de la direction des affaires européennes et internationales à l'élaboration du règlement européen, et nous travaillons maintenant avec d'autres entités au sein du ministère à comment on va bien pouvoir la mettre en œuvre. Très clair. Caroline, à toi, donc tu es directrice innovation et stratégie de la TIBT. Je ne me trompe pas, il faut me corriger si je me trompe. Tu as rédigé une analyse, et ça on va en parler tout à l'heure, des différences entre le RBUE et le RDUE. Je crois que vous avez bien retenu qu'il y a une lettre qui change pas mal de choses entre les deux. Tu nous expliqueras ça. Et puis, peux-tu nous dire peut-être, parce que ce qu'est la TIBT, parce que c'est des acronymes et on essaye un maximum de traduire les acronymes, parce qu'il va y en avoir beaucoup entre FSC, l'Union européenne et maintenant la TIBT, il faut qu'on se comprenne. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci FSC de nous avoir conviés. Donc, Caroline Duhem, je suis à la base ingénieure du bois. J'ai travaillé beaucoup en Afrique centrale avec des gestionnaires forestiers. Puis, j'ai travaillé aussi dans le développement de la certification de légalité et de gestion durable dans le bassin du Congo. Et effectivement, aujourd'hui, j'appuie la TIBT, donc l'Association technique internationale des bois tropicaux, qui est en fait une association professionnelle. Même maintenant, on peut même dire une plateforme en fait d'échange sur le développement, en tout cas la promotion de la gestion durable des forêts dans les aires tropicales. Donc nos actions sont principalement situées sur le bassin du Congo, donc Cameroun, Congo, Gabon, etc. Mais aussi, on a des membres en Amérique latine, des partenariats avec d'autres associations dans d'autres zones tropicales. Et donc nous appuyons aussi nos membres qui sont soit des gestionnaires forestiers, soit des importateurs, à se mettre au niveau d'abord, jusqu'à maintenant, du RBUE et maintenant du RDUE, donc sur la déforestation. Et je vous expliquerai un peu par la suite ce qu'il en est. Vous poussez beaucoup vos adhérents à la certification, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, nous, l'outil que nous promouvons pour la gestion durable, c'est effectivement la certification de gestion durable. Exactement. Et je suis aussi propriétaire forestier en France, donc je suis doublement concernée par cette réglementation. On a 4 micros pour 5, on va se les échanger, mais on va y arriver. Paul-Antoine, tu es directeur de la Copacel. Si je dis le syndicat des entreprises du papier, on est bon. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Vous m'entendez bien? Oui. Donc, Copacel, c'est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises papetières en France. Donc, concrètement, c'est 80 entreprises, plutôt des gros sites, qui utilisent comme matière première donc soit du bois, d'où notre intérêt à être là ce soir, soit de la pâte de cellulose ou de la pâte à papier. Donc, concrètement, la pâte à papier, ça ressemble à du buvard. Donc imaginez, quand je parlerai de pâte à papier par la suite, que ce que vous achetez, c'est un gros cube d'1 mètre de côté, qui est une espèce de buvard avec des feuilles empilées les unes sur les autres, protégées. C'est vrai que c'est le deuxième type de matière à papier, donc, qui est issu du bois. Et la troisième source de matière première que l'on utilise, ce sont les vieux papiers, c'est-à-dire dans le cadre de boucles de recyclage, c'est également quelque chose qu'on utilise. Alors en termes d'ordre de grandeur, 2/3 des fibres que l'on utilise proviennent soit du bois, soit de la pâte à papier. Un tiers, pardon, et les 2/3 proviennent de papier recyclé. Et donc aujourd'hui, on parlera de celles des entreprises qui, pour 1/3 d'entre elles, utilisent donc soit du bois, soit de la pâte de cellulose comme matière première.
Et vous voyez que là, on a deux acteurs, un acteur du bois industrie, donc avec le papier, on peut aussi trouver dans les acteurs du bois industrie les entreprises du panneau, par exemple, qui ont des spécificités dont on va parler tout à l'heure. Et puis, Caroline, toi, c'est plutôt le bois d'œuvre, qu'on peut retrouver aussi bois d'œuvre en France, et on a fait le choix d'avoir une réflexion sur le bois d'œuvre tropical. Yann, donc tu es responsable du pôle biodiversité terrestre du WWF, avec une petite opération d'intérim, si je comprends bien, en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Et puis, quel est le scope de ton travail au WWF? Du coup, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Bien sûr, avec plaisir. Donc, le WWF, on va dire les acronymes, c'est le Fonds mondial pour la nature, une fédération internationale. C'est vrai qu'on connaissait pas. Voilà, oui, peut-être vous ne connaissez pas, une ONG d'environnement qui fonctionne comme une fédération. Le WWF France a 50 ans cette année. On est très content de ça. Voilà, moi j'en suis le directeur effectivement du pôle biodiversité terrestre, c'est-à-dire que j'encadre les équipes au sein de la direction des programmes, celle qui met en œuvre les actions sur le terrain, par opposition ou par complément à celle qui s'occupe de l'influence, du plaidoyer, et à celle qui s'occupe du travail avec les entreprises et de la transformation des marchés. Moi, je m'occupe des équipes qui mettent en œuvre les actions sur le terrain. Et depuis quelques semaines, effectivement, je fais l'intérim du directeur des programmes, donc je m'occupe pas seulement de l'eau, de la faune sauvage, de l'agriculture et de la forêt, mais depuis quelques temps aussi de l'océan, des outre-mer et du climat. Ça fait quelques dossiers, mais c'est passionnant. Et donc, je suis pas du tout. J'en profite pour m'excuser d'avance du fait que je suis pas un forestier de formation. Ça va m'autoriser à dire plein de bêtises. Et comme ça, vous pourrez me corriger. Un grand merci pour ces présentations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur la table ronde. Peut-être juste pour l'assistance, pour que vous puissiez vous repérer. D'abord, on va faire un petit historique et parler de RBUE, SNDI, RDUE. On va voir un petit peu d'où cette affaire du RDUE vient, et puis ce qui a été fait aussi en France avant le RDUE. On va ensuite parler des exigences en matière de gestion forestière. Ça, c'est le premier grand domaine. Et puis, celui qui semblait vous intéresser beaucoup d'après le sondage, c'est la question de la traçabilité géographique. Donc pour démarrer, Yann, je te redonne tout de suite la parole. Le WWF, vous travaillez un petit peu sur ces sujets quand même. Tu peux nous dire comment vous avez travaillé sur ce sujet de la déforestation, de la dégradation, un petit historique de ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé jusqu'à ce travail sur le RDUE en passant par le RBUE. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors en effet, on se mobilise. Pourquoi? Parce que la forêt, vous le savez, c'est à peu près la moitié. On dit ça souvent, c'est à peu près la moitié de la biodiversité terrestre. C'est 300 millions de personnes à peu près qui en vivent. Et comme par hasard, 300 millions de personnes, c'est aussi à peu près l'effectif des peuples autochtones. Ce n'est pas les mêmes, c'est pas forcément les mêmes, mais il y a un recouvrement assez fort. Autrement dit, c'est en termes de mode de vie sur la planète, une grande partie des populations qui vivent selon un modèle non industriel qui est associé, vous le savez mieux que moi, à tout le trésor de diversité à la fois naturelle mais aussi culturelle de l'humanité. C'est pour ça que c'est évidemment un enjeu très important. C'est pour ça qu'on s'y est mobilisé. On a toujours regretté, toutes les ONG, qu'il n'y ait pas de convention internationale de Rio sur la forêt. Ça a failli se faire d'ailleurs, mais ça n'a finalement pas été le cas. Bon, c'est aussi aujourd'hui, la déforestation représente déjà 12% des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu de toute nature, culturelle, climatique et biodiversité. Et donc, effectivement, on s'est mobilisé sur ces questions. Moi, j'ai suffisamment les cheveux et la barbe blanche pour me souvenir d'où viennent ces questions d'encadrement, on va dire, communautaire de ces marchés. Et notamment, j'ai un peu travaillé sur les questions du commerce international, des accords commerciaux de l'Union européenne, et qui est sujet récurrent. Chaque fois qu'il y en a un qui est signé avec un pays, notamment quand c'est un pays même un petit peu agriculteur, vous savez que des permanences de députés brûlent à ce moment-là. Et donc, c'est des questions qui sont récurrentes, qui sont très importantes, et sur lequel la difficulté finalement a toujours été, quand vous discutez avec nos collègues de Bercy ou les gens qui à l'Union européenne négocient ces accords, ça a toujours été d'essayer
de faire des accords commerciaux dans lesquels les règles qui s'imposent au sein de l'Union européenne, qui sont quand même parmi les plus exigeantes dans le monde en termes de marché et globalement, ce n'est pas les seuls, il y a d'autres unités économiques qui appliquent des règles, mais enfin l'Union européenne est plutôt en avance. L'Australie, je crois. L'Australie, sur certains points, les États-Unis, qui ont quand même aussi, dans certains cas, des réglementations assez élevées. Et puis, voilà, après, ça dépend des secteurs, ça dépend de l'application. Et donc, au fond, le problème s'est posé depuis longtemps de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse commercer avec le reste du monde sans imposer à nos activités des obligations que les autres ne s'imposent pas. Or, c'est dans les règlements du commerce, en fait, et du commerce. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas demander à des acteurs de faire quelque chose si vous ne voulez pas vous-même imposer. Et donc, même si vous n'avez pas de forêt tropicale, par exemple, vous ne pouvez pas demander à produire à mettre sur le marché des produits agricoles qui ne déforestent pas de forêt tropicale si vous n'êtes pas dit à vous-même on ne déforestera pas de forêt tropicale. C'est là que vient cette idée, donc, qui est vue parfois par les pays tiers comme une idée assez protectionniste et qui, d'une certaine manière, est vraie, légitimement. Les Européens se sont dit attendez, on a quand même un certain nombre d'exigences qui montent, c'est quand même pas normal qu'on se fasse tailler des croupières sur les marchés par des producteurs qui n'aient pas la même origine. Donc c'est un dossier qui a finalement été assez consensuel au sein de l'Union européenne, mais qui nécessitait qu'il soit pris très sérieusement et que notamment il soit accompagné d'un ensemble d'engagements, qu'il soit accompagné d'un certain élargissement. J'y reviendrai, je pense, tout à l'heure dans une autre de tes questions, Aurélien, je pense, sur le fait que ce n'est pas seulement la déforestation au sens strict du terme qui soit prise en compte, mais l'ensemble des choses. Donc on a fortement mobilisé avec nos collègues européens, avec tous nos collègues européens et puis d'autres ONG pour l'adoption de ce texte, mais j'en dis pas plus long, peut-être on élaborera ensuite. On y reviendra effectivement. Je vais te passer la parole, Diane. Je disais que l'État français avait quand même un petit peu pris les devants avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et puis comment, du coup, avec l'arrivée du RDUE, comment va vivre cette SNDI? Comment vous allez organiser les choses, en sachant que vous avez commencé à mettre en place des groupes de travail aussi pour essayer de mieux comprendre le RDUE. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cette historique de l'action de l'État français? Tout à fait. C'était l'idée de la SNDI. Elle est apparue lors du le plan climat qui avait été présenté par Nicolas Hulot en juillet 2017. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, l'impact de la France sur le climat, elle ne se limite pas à ses frontières, elle ne se limite pas aux émissions qu'on a chez nous. Et notre impact sur l'environnement, c'est aussi, il dépasse nos frontières. En France, la moitié de nos émissions, c'est des émissions importées. Et la moitié et pour la déforestation, évidemment, c'est beaucoup plus, puisque en France, on a une forêt qui croît un peu, mais on a un énorme impact sur la déforestation par notre consommation. Et donc, l'objectif de la SNDI, c'était de se dire, il faut qu'on agisse sur la déforestation qui est liée à nos consommations en France, en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce travail, en étant évidemment extrêmement conscient que l'action la plus forte qu'on voulait avoir, c'était le fait d'obtenir au niveau européen un règlement qui soit contraignant et qui interdise la mise sur le marché européen de produits issus de la déforestation. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait avoir qu'au niveau européen. Donc le premier enjeu de la stratégie nationale, c'était en fait de mettre le sujet à l'agenda national, européen et international. C'était aussi d'avoir un impact sur les politiques commerciales européennes. Et donc Yann a travaillé sur le sujet à l'époque, sur le cas du Mercosur en particulier. Et c'est pour ça que la France était opposée à l'accord tel qu'il était présenté, l'accord commercial avec le Mercosur, pour justement une prise en compte insuffisante des enjeux de déforestation. Donc il y avait vraiment l'idée d'influencer les politiques au niveau européen, mais il y avait aussi l'idée de se dire, bon, en attendant d'obtenir ce qu'on veut au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau national? Et c'était comment est-ce qu'on peut travailler au niveau national avec nos parties prenantes
pour faire tout ce qu'on peut faire en attendant d'avoir une action européenne. Et donc, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Par exemple, on a arrêté les biocarburants à base d'huile de palme, à base de soja. On a aussi œuvré pour faire en sorte que les achats publics n'intègrent plus de produits issus de la déforestation. On l'a fait rentrer dans la loi. Je me permets une parenthèse là-dessus parce que je suis directeur d'FSC, donc je ne peux pas me retenir de dire que d'ailleurs dans ce que vous avez indiqué aux collectivités locales et aux services de l'État, vous avez indiqué que des certifications comme FSC étaient des outils utiles, je ne sais plus comment ça a été formulé, mais ont été intégrés comme un outil de lutte contre la déforestation très clairement. Et ça, c'était important de donner. Enfin, c'est tout l'enjeu de donner ensuite des outils aux acheteurs publics pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces obligations. Mais il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Il y avait le fait de travailler avec les pays producteurs via l'AFD, via le Fonds français pour l'environnement mondial. Il y a eu le fait de flécher des financements du plan de relance pour développer le doublement de surface dédiée à la production de protéines végétales pour réduire la dépendance française de soja importé. Et puis, il y a eu un travail important qui a été mené avec des filières. Alors, pas la filière bois qui était un peu plus en avance, mais on a travaillé beaucoup avec la filière cacao pour créer l'initiative française pour un cacao durable, pour que l'ensemble de la filière et des parties prenantes s'engagent à mettre fin à l'importation de cacao issu de la déforestation. Et puis aussi avec le soja, avec l'initiative du manifeste de soja, et puis avec la mise à disposition d'outils pour permettre d'avoir un premier niveau d'analyse de risque pour les acheteurs de soja. Donc des choses, en prenant les devants, finalement, le RDIE avec des choses qui n'ont pas été mises en place par l'État français, mais vous avez déjà travaillé, vous avez pu prendre les devants et un peu prévoir ce qui arrivait au niveau de l'Union européenne. Et maintenant, c'est vrai qu'avec l'adoption de ce texte européen, l'objectif de la SNDI évolue. Notre objectif, c'est de travailler on a ce cadre de dialogue avec les parties prenantes qui est vraiment très constructif. Et donc, on veut s'appuyer sur ce cadre-là pour travailler ensemble à comment est-ce qu'on va faciliter la mise en œuvre de ce règlement, parce qu'on va y venir. C'est complexe pour les entreprises, c'est complexe pour nous. C'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour que ce soit plus facile pour les acteurs français que pour les autres, qu'on mutualise au maximum les outils, qu'on mette à disposition, qu'on ait un bon dialogue. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, qu'on s'attaque aux points qui n'ont pas été satisfaisants dans le règlement de notre point de vue. On va peut-être parler de la question des savanes arborées, du cerrado, qui n'est pas aujourd'hui inclus dans le règlement. Et ça, c'est des choses qu'on souhaite faire dans le cadre de la SNDI. Comment est-ce qu'on va plus loin sur ce point-là, donc le WWF a le soutien de l'État français, si je comprends bien. Et vice-versa. Et vice-versa, exactement. Et comment est-ce qu'on prépare d'ores et déjà la révision, puisqu'on sait que dans 2 ans, on va revoir ce règlement, et comment est-ce qu'on travaille d'ores et déjà à cette révision. Alors, tu viens de parler d'outils, c'est intéressant parce que ça fait tout de suite le lien avec Caroline. Caroline, tu as travaillé sur une analyse, on a parlé du RBIE tout à l'heure, règlement bois de l'Union européenne, 2013, préfiguration de ce qui est maintenant le RDIE. Est-ce que tu peux nous faire les 7 différences, peut-être pas 7, s'il y en a un petit peu moins, les principales différences? Et je crois qu'on a pour l'écran le document que tu as fait avec un petit QR code pour ceux qui sont intéressés. Oui, merci. Donc effectivement, le RBIE, qui était ce règlement bois de l'Union européenne, qui a été adopté en 2013 dans le cadre d'un plan d'action de l'Union européenne qui voulait agir sur le commerce du bois. Ce règlement avait un certain nombre d'exigences, notamment sur la légalité. Aujourd'hui, ce RDIE, ce règlement sur la déforestation, ce n'est qu'une étape de plus par rapport à cette volonté d'agir en fait sur les marchés par la réglementation. Comme le disait tout à l'heure Yann, sans obligation, on a du mal à faire évoluer les choses, sauf ceux qui ont choisi de se faire certifier, puisque eux, on ne leur a pas imposé, ils l'ont choisi. Quelques pionniers avant voilà. D'être obligés, il y en a qui il y a eu des pionniers qu'il fallait qui prendre les essuient devants, un peu les plâtres, mais il y a eu des pionniers. Et tant mieux pour eux, ils vont s'en sortir beaucoup plus facilement dans cette nouvelle réglementation. Et donc, effectivement, dans le cadre de nos activités, on a élaboré donc, une brochure. Donc, vous avez un QR code qui permet de comparer thématique par thématique l'évolution du RBIE vers le RDIE. Donc on va jouer un peu
au jeu des 7 différences. J'en ai trouvé 7. J'en ai trouvé 7. 7 courtes alors. 7 courtes. Donc effectivement, le premier point, c'est le scope, le périmètre en fait de la réglementation. Donc on l'a dit, le RDIE maintenant s'ouvre à d'autres commodités agricoles. Mais si on considère le bois, la liste des produits à base de bois ou de fibres de bois a été élargie au charbon, papier, magazine, meubles de cuisine, sièges, etc. Donc il y a plus de produits qui sont impactés dans ce règlement. Le deuxième point de cette différence, c'est l'étendue. Le règlement de déforestation, le RDIE, s'applique aussi bien aux produits à base de bois ou autres commodités qui sont produits sur le territoire de l'Union européenne, ceux qui sont importés et ceux qui sont exportés. Donc il y a un changement par rapport au RDIE à ce niveau-là où on ne prenait pas en compte notamment l'exportation. Le troisième point, c'est l'obligation ou la restriction, si on veut, c'est que le RDIE concernait la légalité, alors que le RDIE concerne l'obligation de vérifier que les produits n'ont pas contribué à la déforestation et ni à la dégradation pour les produits bois. Quand on dit légalité, c'est l'égalité dans le pays de production, hein, jusqu'en J'y arrive. Pardon, vas-y. Là, le quatrième point, c'est la diligence raisonnée. Alors, si on reste dans la même approche, le même fonctionnement que le RDIE, c'est-à-dire les opérateurs doivent mettre en place une diligence raisonnée qui comprend 3 étapes, une collecte d'informations, une analyse du risque et une réduction du risque. On garde la même approche. En revanche, cette diligence raisonnée, elle est largement renforcée dans le cadre du RDIE, puisque d'abord, il y a plus d'informations à collecter au niveau de la première étape. Il faut plus d'informations sur les caractéristiques produits, il faut les informations de géolocalisation, on y viendra par la suite, il faut les informations de zéro déforestation, zéro dégradation. Donc on va plus loin. Et puis surtout, là où c'est beaucoup plus fort, c'est qu'il y a maintenant l'obligation, il y aura l'obligation de faire une déclaration de diligence raisonnée avant même de mettre les produits sur le marché, ce qui n'était pas le cas dans le RDIE où il fallait faire une diligence raisonnée régulièrement, mais ce n'était pas imposé à chaque mise en marché. Donc ça, c'est un vrai changement. En termes de traçabilité, on va beaucoup plus loin que dans le RDIE puisqu'on demande les coordonnées géographiques des parcelles de production. Pareil, je ne vais pas plus loin, on va y venir après. En termes de légalité, comme tu l'as souligné, il y a toujours donc la vérification de légalité, mais la définition des réglementations à prendre en compte sont beaucoup plus larges que dans le RDIE, puisqu'on intègre les droits sociaux, que ce soit droits des travailleurs, que ce soit droits humains, que ce soit droits des populations, peuples autochtones. On y intègre aussi des exigences en termes de corruption, donc ça va plus loin à ce niveau-là. Et enfin, dernier point de différence, c'est les acteurs. Donc les acteurs sont toujours les opérateurs, les commerçants, mais là les opérateurs sont ceux qui importent, qui exportent, qui mettent en marché, mais ce sont aussi ceux qui changent le produit. C'est-à-dire que, je prends un exemple, un fabricant de meubles qui approvisionne des débittés ou autres pièces de bois va produire un meuble qui a un autre code douanier et lui-même sera considéré aussi comme opérateur. Donc il y a beaucoup plus d'entreprises qui seront concernées par ce règlement, contrairement au RDIE. Les commerçants sont toujours ceux qui achètent et vendent des produits qui sont mis sur le marché, mais à la différence que quand ils ne sont pas une PME, ils sont aussi soumis à l'obligation de diligence raisonnée. Donc beaucoup plus d'acteurs vont être impactés. Et toujours dans les acteurs, le statut d'organisation de contrôle qui existait dans le RDIE, qui étaient des organisations qui pouvaient être agréées par la Commission européenne pour faciliter la diligence raisonnée d'opérateurs. Ce statut n'existe plus, mais il a été remplacé par un statut de mandataire, les opérateurs pouvant faire appel à une tierce partie. Je rajouterai un dernier point dans le jeu des 7 différences. Une 8e différence ? Pas vrai, non, une nouveauté. C'est le classement des pays. Donc la Commission européenne va opérer un classement des pays selon leur niveau de risque en termes de déforestation et de dégradation. Et ce classement aura pour effet d'ajuster, on va dire, le niveau de diligence raisonnée. Pour faire court, des pays qui auront été classifiés en bas risque, les opérateurs pourront faire une diligence raisonnée simplifiée, c'est-à-dire juste la collecte d'informations. Voilà pour la petite différence. Et ça peut poser aussi cette histoire de classification de pays va aussi pouvoir poser quelques questions, on va dire, quelques enjeux. Je crois que ça nous aide beaucoup. Donc vous pouvez scanner ce document pour ceux qui sont intéressés pour ce jeu des plus que 7 différences peut-être finalement, hein, mais tu nous en as fait que 7. Voilà.
Diane, je sais que des arbitrages sont en cours. Je disais tout à l'heure qu'il y avait pu y avoir des critiques sur le RBE parce que pas assez de moyens. Le Conseil général au développement durable, tu travailles sur cette question-là dans le cadre du RDU avec des obligations un peu plus fortes de la part de l'Union européenne. Je crois que tu ne peux pas nous faire part évidemment de ces arbitrages qui sont en cours, mais est-ce que tu as des indices ou est-ce qu'on doit s'attendre à des moyens augmentés pour l'autorité de contrôle française? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors non, je n'ai pas de scoop à vous faire, mais partager avec vous que le fait que nous, on a travaillé à comment on pouvait organiser l'autorité compétente, puisque chaque pays devra communiquer cette année à la Commission européenne qui sera l'autorité compétente pour son pays. Et on a travaillé en essayant de tirer vraiment les leçons du RBE. Voilà, et de comment ça avait marché. On arrivait à la conclusion, ou pas, et on arrivait à la conclusion que l'organisation qui avait été mise en place n'était pas optimale. Donc on a proposé une autre organisation. On a proposé aussi effectivement de renforcer les moyens parce qu'il y a des objectifs de contrôle en fonction des différents niveaux de risque des pays. Pour les pays à haut risque, c'est 9%. Pour les pays à bas risque, c'est 1%. Pour les pays intermédiaires, c'est 4%, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, en fait, il y a beaucoup plus d'entreprises à contrôler. Donc en fait, ça fait beaucoup de contrôle. Ça fait beaucoup de contrôle et en plus, on aimerait bien avoir une autorité de contrôle qui n'est pas que dans le contrôle, enfin, une autorité compétente qui n'est pas que dans le contrôle, mais qui est aussi dans l'accompagnement, dans la pédagogie vis-à-vis des entreprises qui ont des obligations. Et ça nous semble indispensable parce que effectivement, c'est quelque chose c'est une nouveauté mondiale. Personne n'a jamais fait ça dans le monde. Tout le monde se pose énormément de questions. Et donc, on a besoin d'avoir cet accompagnement des entreprises. Et pour ça, il nous faut effectivement des moyens additionnels. Et peut-être aussi de l'accompagnement aussi des personnes qui vont s'occuper des contrôles, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les matières. Quand on doit faire ces contrôles, il faut avoir un petit peu de connaissances. Est-ce qu'il y a un travail, il y a une réflexion sur ça? On va avoir besoin effectivement de formation pour nos agents qui vont être en charge, notamment, on y viendra sur la question des certifications sur lesquelles ils pourront aussi s'appuyer. On est à votre disposition. Paul-Antoine, tu soutiens l'idée d'un règlement sur la déforestation importée, évidemment, j'ai presque envie de dire, et d'ailleurs pas importée, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, puisque dans ton cas, tu représentes des entreprises françaises qui vont exploiter aussi du bois issu de nos forêts françaises. Pour cette préparation de la table ronde, tu me disais que le RDE pouvait aussi quand même si tu soutiens, avoir des effets contre-productifs. Est-ce que tu peux nous dire ça? Et puis après, on parlera concrètement des exigences forestières. Mais avant ça, je voulais t'entendre là-dessus. Peut-être juste avant de parler des effets contre-productifs, fondamentalement, le fait d'avoir un outil juridique contraignant, limitant la déforestation est une excellente chose. On est, nous, en tant qu'entreprise, extrêmement désireux et on avait applaudi très fortement en 2013 la mise en place du règlement bois de l'Union européenne parce qu'il n'y a rien de pire pour nous que d'être associé à une pratique de déforestation pour 3 raisons. La première raison, c'est que toutes les entreprises papetières ont des engagements RSE et donc elles veulent les respecter. La deuxième raison, c'est des raisons d'image. Lorsque, de manière occasionnelle, on trouve un papier dans l'espace communautaire dont il apparaît qu'il provient d'un pays du Sud dans lequel il y a eu déforestation, il y a un retentissement et un préjudice d'image pour l'ensemble d'un secteur. Donc c'est un peu l'image des cannelloni avec le bœuf de cheval, enfin avec le cheval plutôt que du bœuf. C'est ce genre d'image. Et la troisième raison, c'est une raison de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que si vous avez des acteurs extra-communautaires ou pas qui mettent sur le marché communautaire des produits dont il apparaît qu'ils préviennent de la déforestation, ils le font en général en catimini, dans des opérations de vente de gré à gré, sur des prix plus bas, et donc c'est de la distorsion de concurrence. Donc nous, on est très très favorable à un outil juridique limitant fortement et interdisant autant que possible la déforestation importée. Si je peux me permettre, avant de te laisser continuer, il y a une petite parenthèse que je fais tout de suite. Quand même, le secteur du papier l'a compris très tôt parce que ce secteur-là est allé dans la certification et l'utilisation des certifications très tôt pour cette nécessité dont tu parles à l'instant. Nous, on avait non seulement applaudi fortement le RBUE en 2013 lorsqu'il s'était mis en place, mais on avait été parmi les secteurs précurseurs pour d'autres types d'outils qui sont tout aussi efficaces, peut-être même plus dans certains aspects, que sont les outils de certification de la gestion durable de la forêt,
avec FSC d'une part, on est ici présent, mais également d'autres systèmes comme PEFC ou SFI aux États-Unis. Donc voilà, fondamentalement, on est nous très désireux d'outils qui permettent de moraliser le fonctionnement et la circulation des fibres. Pourquoi ? Parce que comme j'évoquais de manière liminaire, la matière première qu'on utilise, nous, c'est la cellule du bois, ce qu'on appelle la fibre de papier. Une fibre de papier, c'est assez facile à voir. Vous avez peut-être devant vous un papier, vous déchirez, vous voyez ces espèces de petites barbules de 1 à 3 mm. Ça, c'est ce qu'on appelle une fibre. C'est le matériau constitutif du papier et c'est la cellule du bois. Et cette cellule du bois, soit elle provient de papier récupéré, comme j'évoquais, c'est 2/3 de notre matière première, mais 1/3, c'est du bois qui provient, ce sont des fibres qui proviennent soit directement du bois, soit de pâte à papier. Et donc, on est très attentif pour ce tiers restant dont on aura toujours besoin, puisqu'on a toujours besoin de fibres vierges dans notre secteur, d'avoir un système qui moralise les échanges qui peuvent être faits de bois, de papier, de pâte à papier. Après, le fait qu'on a une reconnaissance de l'utilité du dispositif ne veut pas dire pour autant que le RDIE tel qu'il est conçu soit un bon outil. C'est-à-dire qu'on voit qu'il faut enfoncer un clou dans une planche. Donc oui, sur le principe, simplement, comment on fait, quoi. Au lieu d'avoir un marteau, on a un tournevis et on va essayer de rentrer un clou avec un tournevis plutôt qu'avec un marteau. Donc j'aurai l'occasion de faire part des limites que l'on voit dans ce dispositif, sans rentrer... peut-être juste un point quand même, tant qu'on est sur l'écart entre RBE et RDIE, pour bien comprendre. Le RBE nous semblait, nous, pour le coup, un bon système, puisque c'est une logique de Schengen. Le RBE, ça veut dire que vous contrôlez l'entrée de bois, de pâte à papier, de papier ou de produits bois dans l'espace communautaire, et qu'une fois que vous avez montré patte blanche, que vous avez fait les diligences raisonnées sur ce qui rentre dans l'espace communautaire, vous circulez librement. Donc on voit bien, et c'est la même logique que Schengen, que c'est une mécanique qui facilite le business, qui évite une charge administrative sur les entreprises. À la différence de cela, le règlement déforestation de l'Union européenne, c'est une logique de type traçabilité alimentaire. La traçabilité alimentaire, c'est lorsque vous avez un steak chez votre boucher ou dans la grande surface, vous pouvez, à partir du steak, remonter jusqu'à la vache qui a été à l'origine de ce steak. En espérant que ça ne soit pas du cheval quand même. En espérant que ça ne soit pas du cheval, parce qu'il y a peut-être des aigrefins qui se glissent dans le système. Mais donc on voit bien qu'en termes de philosophie, on a un système qui, à notre sens, pouvait apporter des garanties très fortes, qui est le RBE, qui est la logique Schengen, et une logique de traçabilité alimentaire qui n'existe pas à l'exception des médicaments ou quelques rares produits, et qui va s'appliquer dans notre industrie avec des difficultés opérationnelles. Le problème n'est pas un problème de principe, on y est très favorable. Le problème, c'est un problème opérationnel, et j'aurai l'occasion de développer ce point. On va y aller un petit peu plus en détail. On va passer à la deuxième partie de notre table ronde, en sachant qu'on est en retard. Mais ça, je le craignais un petit peu. Donc, on va peut-être réussir à faire tous plus court, y compris moi, si on y arrive. Alors moi, c'est facile parce que j'anime et déjà, je parle trop. Diane, est-ce que tu peux nous dire en quoi la certification, et particulièrement FSC évidemment, puisque tu es ici, pourrait être utile et éventuellement quel point d'amélioration ? J'en mets tout de suite un, je prends de l'avance. Il va y avoir cette question de définition des pays à risque fort, risque faible. Or, si j'ai bien compris, cette définition va sortir au moment où il faudra appliquer le RDIE, donc à la fin de 2024. On est d'accord avec ça ? Du coup, on fait comment d'ici là ? Et puis, comment on gère les risques ? Est-ce que FSC peut être un outil ? Alors, la certification, c'est évidemment un outil très, très précieux dans le cadre de la mise en œuvre du règlement pour cette exigence de diligence raisonnée dans les phases d'évaluation des risques et d'atténuation des risques. Alors, pour autant, ce n'est pas un laissez-passer, il n'y a pas de green line, comme dit la Commission européenne. C'est la responsabilité de chaque acteur économique de s'assurer qu'il coche bien toutes les cases du règlement et il ne peut pas uniquement se reposer sur la certification. Pour autant, la certification FSC, elle a de très nombreux atouts, puisqu'elle prend en compte notamment les enjeux sociaux et humains avec la prise en compte du CLIP, le consentement libre et informé et préalable. On fera tout à l'heure avec Caroline. Des peuples autochtones. Elle intègre déjà le sujet de la dégradation au travers de la notion de conversion et elle intègre un certain nombre d'outils d'analyse de risque qui sont intéressants pour cette démarche. Et par ailleurs, je comprends, mais je pense que tu nous en parleras, que vous avez un travail en cours pour prendre en compte l'ensemble des critères du RDIE dans le référentiel FSC.
Alors, sur ce point-là, et j'ai oublié de le mentionner en introduction, effectivement, l'Union européenne n'a pas considéré que, d'ailleurs, toutes les certifications étaient des green lanes. Et nous, en fait, ça nous arrange. Nous, on n'est pas la police. Et on n'a jamais demandé à ce que ça soit le cas. C'est à la police de faire son rôle de contrôle de police. Nous, par contre, on est un outil volontaire. Et un outil volontaire qui, peut-être, sur certains aspects, pourrait aller plus loin. Caroline, en Afrique, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe concrètement? Tu me disais que ce règlement était une opportunité pour le bois tropical certifié, finalement, de se démarquer. Tu peux nous expliquer ça? Oui, alors comme vous le disiez, ce règlement il est aussi applaudi dans la filière forêt-bois tropicale. En effet, la filière bois tropicale, c'est souvent un peu le parent pauvre de la filière bois, avec des images qui collent à la peau. Vrai certainement vrai sur certains points. Mais c'est aussi une filière, et notamment je vais parler du bassin du Congo, qui travaille sur ces sujets-là depuis 30 ans. On a eu donc Rio 92, le début des certifications, mais en parallèle, il y a eu aussi les premières lois forestières dans le bassin du Congo qui mettaient en place la gestion durable des forêts. Alors, avec toutes les limites qu'on peut avoir dans certains de ces pays, en termes d'application, de contrôle et autres, mais des réglementations qui sont une bonne base de gestion durable. Et la gestion durable des forêts tropicales, je ne vais pas vous faire un cours de foresterie, mais concrètement, c'est une surface qui est attribuée de 200, 300, 500 000 hectares. Ce sont des grosses surfaces qui restent propriété de l'État. C'est un petit peu plus grande qu'en France. C'est légèrement tout à l'heure, plus grand. Voilà. Oui. Ces surfaces sont ensuite, font l'objet, le gestionnaire forestier doit mettre en place un plan d'aménagement. Et ce plan d'aménagement, il est basé non seulement sur la partie forestière, connaissance de la forêt, donc des inventaires qui sont effectués en forêt, qui vont déterminer les critères de coupe, qui vont déterminer les surfaces de coupe annuelles, puisque ces concessions sont divisées en 25 ou 30 parcelles qu'on appelle assiettes annuelles de coupe, qui vont être exploitées une fois par an, une année, et qui seront laissées au repos pendant 30 ans. Les diamètres d'exploitation sont calculés en fonction du potentiel de la forêt, de son accroissement. Ça, ce sont les aspects forestiers. Mais le plan d'aménagement prend aussi en compte les aspects sociaux, puisque ces concessionnaires, ces gestionnaires forestiers sont établis pour 30 ans, voire 60, voire 90 ans, puisque c'est des concessions renouvelables. Il est de toute manière indispensable de tisser des liens, des bonnes relations avec les communautés qui vivent dans ou autour de ces concessions. Tu peux nous dire 2 mots sur ça, précisément sur le clip? Alors, ouais, parce que c'est quand même quelque chose qui a été intégré dans le RDIE. C'est assez impressionnant, je trouve, d'avoir intégré ce terme-là. On en est ravis. C'est très fort. Ouais, c'est très fort. Parce que c'est pas n'importe quoi, le clip. Tu peux nous en dire 2 mots? En fait, les gestionnaires forestiers doivent, notamment ceux qui sont certifiés, mais le CLIP, ce fameux consentement libre, informé et préalable, est maintenant dans certaines réglementations forestières du bassin du Congo. Le concept qui était dans la certification FSC. C'est né avec le FSC. Est-ce que je me trompe en disant que c'est né avec le FSC? Non, c'est né avec le FSC. Oui, c'est né avec le FSC qui a des exigences très fortes en termes d'intégration et de respect des droits d'usage, droits coutumiers, de respect des besoins des communautés locales et peuples autochtones. Et ce concept du CLIP a été adopté notamment pour les peuples autochtones qui vivent et dépendent plus fortement en général des forêts pour leurs moyens de subsistance, pour leur habitat et autres. Et ce CLIP, les gestionnaires forestiers qui sont certifiés l'appliquent dès l'élaboration du plan d'aménagement, puisque les zones de production, c'est-à-dire avant la mise en place au préalable, voilà. Déjà pour identifier les droits, les aires, leurs aires d'activité, etc. Et ensuite, c'est également appliqué au moment du démarrage des activités d'exploitation pour bien délimiter les zones. Alors c'est en lien aussi avec les forêts à haute valeur de conservation du FSC, à savoir tout ce qui est social, culturel doit aussi être identifié, protégé. J'ai ajouté le cultuel, c'est intéressant, parce que ça c'est un point important pour les peuples autochtones. Ou alors je dirais plus pour les Bantous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas peuples autochtones mais qui sont communautés locales. Il y a effectivement des aspects cultuels très importants, des sites sacrés, des lieux, les tombes des ancêtres, etc. Donc ce sont des lieux qui sont exhaustivement répertoriés, identifiés. Et ça se passe comment? Ça se passe par les gestionnaires forestiers certifiés ont une cellule avec des responsables sociaux, des sociologues, et qui passent leur vie à identifier toutes les populations, les communautés qui vivent dans les forêts, à les concerter. Et quand on dit consentement libre, informé, préalable, c'est qu'il
ils passent un temps fou. Enfin, là, on a une illustration, là, c'est une forêt au Congo, au Gabon, à discuter, à prendre en compte les besoins, à faire des cartographies villageoises, c'est-à-dire que vraiment, faut le voir, tout le village est rassemblé, par terre, on trace les limites, les champs, les zones les zones d'intérêt des communautés. Après, tout ça, c'est retranscrit de façon électronique sur des systèmes d'information géographique. Et après, on revient avec des modes d'exploitation et on part avec des décisions. On est d'accord, on passe par là, on passe pas par là. Si on est obligé de passer par là, il y aura du dégât. On s'entend sur la compensation. Enfin, voilà. Il y a tout un travail qui est fait et c'est un très gros volet qui est extrêmement bien traité dans le cadre du FSC. Autre sujet. Je t'interromps. Je t'en prie. Horriblement. Moi, je peux partir. Je t'interromps parce qu'on voit très bien de quoi tu parles. Il y a un autre sujet qui est la dégradation. On va en parler pour les forêts françaises. C'est une autre image qu'on a ici. Tu te sens concerné par ce sujet ? Mais alors, j'ai commencé à parler de ça sur la gestion durable. La gestion durable, c'est fameux, ce plan d'aménagement, cette rotation de 30 ans, ce diamètre minimum d'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une concession forestière dans le bassin du Congo, et on exploite 1 à 2 arbres par hectare. C'est-à-dire que toute l'infrastructure qui est mise en place pour aller prélever, c'est de la cueillette, hein, on est vraiment dans de la cueillette, pour prélever ces arbres est extrêmement pensée, réfléchie avec des méthodes d'exploitation et d'infrastructures à faible impact pour aller prélever 2 arbres à l'hectare. Alors je ne sais pas, il y avait une photo tout à l'heure, je ne sais pas si elle est passée, mais vous survolez une forêt certifiée exploitée. Elle est exploitée. Elle a été exploitée. Cette forêt a été exploitée dans l'année. On ne voit pas on ne voit pas l'impact. On voit un petit peu des traces de pistes, mais vous repassez 3 ans après, on ne voit plus rien. Il faut avoir l'œil pour voir la trace de piste. Ah oui, d'accord. Si, en bas là. Okay, et puis il y en a une là aussi. Donc on est clairement par rapport à la définition de dégradation du RBE, ce règlement est une vraie reconnaissance de la gestion durable qui est pratiquée dans ces pays. Et je dirais même plus, les forestiers certifiés, nos forestiers certifiés, vont même au-delà du RDE, puisqu'ils ont aussi un rôle de conservation en termes de biodiversité, de faune. Il y a des études qui montrent que maintenant, il y a plus de faune dans les concessions certifiées que dans des aires protégées. Donc, oui, aujourd'hui, ce RDE, c'est un vrai moyen de reconnaître le travail qui est fait dans ces pays, des pays qui sont compliqués, avec des niveaux de gouvernance faibles, avec des infrastructures pas forcément développées. Donc les forestiers certifiés compensent tout en termes de santé, en termes de scolaire, enfin d'éducation, de logement, d'accès aux besoins de première nécessité. Donc c'est une vraie reconnaissance, cette réglementation, du travail qui est fait par les opérateurs certifiés dans le bassin du Congo et dans les autres zones tropicales. Il y en a au Brésil, il y en a en Malaisie, il y en a dans d'autres pays. Donc peu de sujets dans les forêts africaines finalement, certifiées FSC évidemment. Dans les pas certifiées FSC, c'est peut-être autre chose. On n'y viendra pas forcément, on parle bien de forêts certifiées FSC. Yann, comment le WF, et ça va peut-être être un petit peu polémique, voit-il la compatibilité ou pas, en fait, entre le RDE et les politiques de l'État sur la question, notamment de la dégradation. Comment tu analyses ça ? Alors, oui, mon analyse, moi, c'est qu'on a beaucoup pensé, tous les acteurs, peut-être le grand public, en tout cas le grand public qui s'est intéressé à ces questions, que cette réglementation allait principalement concerner les pays tiers, et notamment les pays tiers de grandes forêts tropicales, en particulier le Brésil, pendant toute la période où c'était négocié, mais globalement tous les grands bassins forestiers, parce que, et Aurélien l'a rappelé, parce que tout le monde focalisait sur le terme déforestation, et que tous les Européens se disaient, nous on ne déforeste pas quand même, globalement, on a des forêts plutôt protégées, on ne peut pas parler de taux de déforestation important en Europe, et même au contraire, on peut parler d'une croissance de la déforestation, donc on est à l'abri de cette question, donc c'est bien certes une obligation que nous nous imposons parce qu'il faut être correct vis-à-vis du droit international, mais qui en fait ne s'appliquera pas à nous. Sauf que dans la terminologie et dans le texte qui est adopté, vient aussi la question de la dégradation des forêts. Or, dégrader, c'est dégrader la qualité des forêts. Et donc là intervient une dimension qui, elle, pour le coup, va concerner peut-être plus facilement les forêts européennes que les forêts du bassin du Congo, dont Caroline Duhem parlait, qui est que, en gros, quand on simplifie, je vais parler comme ça très simplement, le problème pour moi qui défend la biodiversité, mon problème, c'est toujours la simplification. C'est vrai partout, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture, etc. C'est la simplification qu'impose l'industrialisation. C'est normal, c'est la vie, c'est l'industrialisation. Pour industrialiser quelque chose, il faut le simplifier. Et donc cette simplification, elle est l'ennemi, au fond, de la biodiversité. Et donc tout ce qui va conduire à simplifier
une forêt, une exploitation forestière, est pour nous une forme de dégradation du point de vue de sa qualité environnementale. Et donc, tout ce qui va favoriser la monoculture ou les autres pratiques de cette nature qui ont tendance à simplifier, bien, elles vont être concernées par ce texte, alors qu'on ne l'a pas tellement prévu. Et je pense, moi, que le secteur de la forêt, le secteur dont on parle aujourd'hui, va être le premier à se rendre compte que ce texte n'est pas seulement une obligation imposée aux pays tiers, mais il est aussi une obligation imposée aux pays européens. Et c'est très bien, c'est normal. Et il faut que ce soit comme ça. Sinon, on est des purs protectionnistes. Et à ce moment-là, les pays tiers auront beau jeu de dire vous imposez des choses, mais vous-même, vous ne les respectez pas. Ce qu'ils font déjà, hein, quand on les accuse de détruire des zones humides, des tourbières avec l'huile de palme, par exemple, ils disent excusez-nous, mais regardez, l'évolution des zones humides et des tourbières en Europe, elle n'est pas meilleure que chez nous. Et même parfois, elle est pire. Et donc, voilà, ça va être très important, justement, que puisque l'Europe est toujours en train de donner des leçons, qu'elle ne commence pas par être, justement, qu'elle balaye. Il va falloir qu'on balaye devant notre porte. Et donc, pour nous, c'est un levier important qui va nous permettre d'appuyer sur cette question, qui est d'aller vers un modèle de gestion durable des forêts européennes, y compris, c'est-à-dire le moins possible simplifier. Ça ne veut pas dire qu'on ne les exploite pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir différents types de forêts et qu'elle n'est pas du tout industrialisée, mais qu'on va devoir montrer qu'on ne met pas sur le marché des produits issus de la dégradation des forêts. Et il y a un chemin à faire. Et de ce point de vue-là, la labellisation, qui comprend, et c'est en train d'être négocié en ce moment, qui comprend des obligations sur justement le niveau, le degré, l'intensité de la simplification, est très importante pour nous. C'est bien pour ça qu'on est présent dans les négociations et quelque part dans le système de labellisation du FSC. Sur ce point, rapidement, comme tu as évoqué FSC, donc je te passe la parole, Paul-Antoine. Il y a des termes qui sont des fois un peu différents. Hein. Dans le RDUE, voilà, je me trompe, on parle de dégradation. Et la dégradation, en fait, c'est un terme équivalent à ce que FSC appelle la conversion. Donc les termes ne sont pas forcément les mêmes, mais on parle de ça, nous, dans notre référentiel depuis quelques temps. Et puis comme tu parlais de négociation, effectivement, c'est quelque chose qui est en cours à FSC France et plusieurs parties prenantes, dont le WWF, mais aussi la COPACEL, font partie des discussions. Paul-Antoine, sur le sujet du respect des lois en France, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Sur le sujet du respect des peuples autochtones en France métropolitaine, on est bon. Mais bon, on retombe sur ce sujet, la dégradation. C'est quoi ta perception de ce sujet, de ton point de vue de la COPACEL ? Ma perception, et c'est un point pour lequel je vais pour le coup en désaccord avec mon voisin sur cette question-là, c'est qu'on est parti en fait d'un texte. C'est bien que ce serait un peu polémique potentiellement. Polémique, c'est excessif, mais la logique à la base du texte, c'était de lutter contre la déforestation dans les pays du Sud, c'est-à-dire fondamentalement dans un mouvement où le développement de fronts agricoles, parce que c'est à la base un problème agricole très très majoritairement, le développement du soja, etc., conduisait à couper des arbres, à déforester, non pas pour récolter de bois, mais parce qu'on avait des fronts pionniers agricoles. Et on est passé de cette logique-là, que l'on comprend parfaitement, à une autre logique, qui est de se dire comment on fait pour bien gérer la forêt française ou européenne, dans quel cas on considère que la forêt est bien gérée, dans quel cas on considère qu'elle est bien gérée. C'est une question complètement légitime. Simplement, l'outil qui a été mis en place est un outil extrêmement lourd, extrêmement complexe, alors même qu'en Europe, on n'a pas ce problème de déforestation. Et donc, on a mis en place un outil qui veut à la fois lutter contre quelque chose qu'on poursuit parfaitement comme objectif, qui est de lutter contre la déforestation importée, mais également qui va s'imposer à l'exploitant forestier du Limousin, à l'exploitant forestier des Jours, etc., dans ces pratiques, alors même que le coût et l'intensité en termes de temps est considérable par rapport à des objets qui peuvent être déjà définis, qui sont déjà dans le code forestier. Les questions de dégradation, sans être trop long sur le sujet, c'est de passer d'une forêt qui est un peuplement avec régénération naturelle vers une forêt plus artificialisée, avec deux nuances que sont les forêts dites de plantation et les forêts plantées. Lorsque vous êtes forêt plantée, vous pouvez. Lorsque vous êtes forêt de plantation, vous ne pouvez pas. Donc pour me résumer, vous passez d'une forêt en régénération naturelle vers une forêt de plantation, c'est un cas de dégradation, et dans ce cas-là, vous êtes en infraction par rapport à RDE. On voit bien la très grande complexité du sujet, et par ailleurs un autre point qui est celui de l'insécurité juridique que ça crée.
C'est-à-dire que la limite entre forêt plantée et forêt de plantation, on va avoir des débats byzantins. Donc pour me résumer, on a un outil extrêmement lourd. Le type de débat qu'on a FSC pendant 2 ans quand on révise un référentiel. Exactement. Et tout ça, on le traite très bien dans le cas de systèmes de gestion durable de la forêt. C'est-à-dire qu'on a la forêt qui est très diverse selon qu'on est dans le cercle polaire, selon qu'on est, etc. Et cette question de savoir ce qu'est une bonne forêt, pour me résumer, prenant en compte les objectifs économiques, d'aménité, récréatifs, etc., c'est un sujet complexe dont on voit que l'espèce d'approche un peu binaire et un peu simpliste, et encore une fois, est très consommatrice d'énergie, de moyens, alors même qu'on n'a pas de déforestation en Europe, et sujette à caution, notamment dans cette distinction entre forêt plantée et forêt de plantation. Alors, on pourrait parler aussi des questions de définition qui sont à la fois claires, mais dans les définitions, nous, c'est ce qu'on a détecté, c'est des nouveaux mots qui sont utilisés, qui ne sont pas définis. Alors, il y a des fois un peu une mise en abîme dans ce règlement qui nécessite un peu d'interprétation ou de compréhension, et j'ai cru comprendre, Diane, vous travaillez dessus au ministère pour qu'on puisse collectivement, en fait, travailler sur ce sujet, notamment la dégradation. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors effectivement, ce texte, il soulève beaucoup de questions de la part des entreprises, également de la part des États membres. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une lecture du texte qui soit aussi homogène que possible au niveau européen, parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait des faiblesses des pays où ce soit interprété de manière plus laxiste que d'autres, parce que sinon, ça va créer des portes d'entrée dans l'Union européenne. Il y a un début de clarification. Alors la Commission européenne a publié aujourd'hui une foire aux questions, une foire aux questions qui apporte des premières réponses à certaines questions qu'on se pose. Mais bon, on n'attend pas que la Commission européenne fasse tout le travail, parce qu'on a que 18 mois pour mettre en œuvre, et il faut qu'on avance. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe de travail dédié à la mise en œuvre du RDUE par les acteurs de la filière forêt, bois, papier en France. Et donc, on a ce groupe de travail qui se penche sur les implications en matière de pratiques forestières, de la notion de dégradation, de ces questions de traçabilité qui posent effectivement beaucoup de questions. Donc, il y a une première réunion qui a eu lieu en mai, il y en a une qui se tient lundi, il y en a une autre en juillet avec nos collègues du ministère de l'agriculture. D'ailleurs, je crois qu'on va revoir Paul-Antoine lundi dans ce groupe de travail, hein, c'est ça, et aussi l'ameublement, c'est ça ? Tout à fait. Mais peut-être juste insister sur un point, c'est vrai que les acteurs nationaux sont couverts par le règlement. Mais il faut garder en tête que l'autorité compétente, elle va devoir faire un plan de contrôle. Et le plan de contrôle, pour voir où sont les contrôles à faire en priorité, là où sont les risques les plus importants. Donc on peut se dire qu'un petit exploitant forestier français certifié, il sera probablement moins contrôlé qu'un acteur qui sera identifié comme ayant plus de risques. Ça n'élimine pas le besoin de clarification, mais c'est quand même un élément à avoir en tête. Un grand merci pour ces précisions. On est en retard, mais je sais pas, je vous vois nous écouter. Peu s'endorment, donc je me dis qu'on peut continuer sur la traçabilité, d'autant que c'était le sujet pour lequel vous avez voté, me semble-t-il, pour l'essentiel d'entre vous. Donc on va y aller. Rappel très rapide, géolocalisation à la parcelle, et puis cette question de traçabilité tout au long de la chaîne de valeur. Paul-Antoine, tu disais que le RDIE pouvait être contre-productif sur certains points. Enfin, il y avait des questions qui se posaient, contre-productif, c'est peut-être un grand mot, mais des questions se posaient. D'abord, avant de te poser la question sur la traçabilité, qui est un vrai sujet pour votre industrie, il y a un vrai sujet français aussi, c'est le morcellement des forêts françaises, qui du coup peut-être peut avoir des implications différentes quand il s'agit d'aller voir chacune des forêts plutôt qu'une grande forêt en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? C'est ce que tu me disais en tout cas. Oui, enfin le sujet, il n'est pas tant lié au morcellement qu'à la multiplication des parcelles qui devront être prises en compte dans le cas de la traçabilité. Parce que pour bien comprendre ce que ça veut dire la traçabilité, je reprends l'analogie alimentaire que j'évoquais tout à l'heure. L'analogie alimentaire, c'est qu'une fois vous avez votre steak haché chez vous, vous remontez à la vache. Donc vous pouvez avoir une information qui vous permet d'aller jusqu'à la vache. Dans le cas des produits dont on parle, ça vaut pour les produits papier, mais pour nos collègues du panneau, c'est la même chose.
La grosse difficulté provient que vous mélangez, pour des questions de procédés industriels, des grands volumes de matières premières. Voilà, donc vous récoltez des petits bois en forêt. Des petits bois, c'est des bois qui font 2 mètres de long et 15 cm de diamètre. Vous les écorcez, vous les mettez en plaquettes. Vous en faites après des plaquettes, vous les mettez dans des espèces de grandes unités où vous les mélangez. Et après, cette pâte à papier, elle est encore mélangée pour fabriquer du papier, puisque l'unité de base que l'on manipule, nous, industrie papetière, c'est la fibre. C'est-à-dire que notre brique alimentaire, c'est, encore une fois, la petite fibre de 3 mm dont je parlais. Et dans le papier que vous avez là... C'est pas une poudre, hein. C'est ça, c'est un peu plus petit. Hein. C'est beaucoup plus petit. Enfin, encore une fois, on n'est pas dans une logique de bois d'œuvre ou dans un bois d'œuvre. On a une grume et on en prend des morceaux de plus en plus petits. Là, on mélange des fibres qui ont 3 mm de long. Et dans le papier que vous avez là, par exemple, sur la table basse, il n'y a absolument aucune chance que les fibres qui constituent ce papier proviennent de la même parcelle. Combien de forêts, tu dirais, dans une feuille? Alors, dans une feuille, on n'a pas fait pour la feuille, on l'a fait pour une balle de pâte. Pour une balle de pâte, on est de l'ordre de 6000 parcelles. 6000 parcelles dans une balle de pâte? Dans une balle de pâte. Après, vous mélangez des balles de pâte pour fabriquer le papier. Et après, quand vous fabriquez un livre, eh ben, vous avez le carton plat en surface qui est d'un autre producteur, le contenu à l'intérieur. Et donc, on arrive très rapidement sur des problématiques de big data. C'est-à-dire que pour un produit aussi simple qu'un magazine, un livre, etc., on traite des grandeurs de données en termes de nombre de parcelles qui sont de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est une analogie qu'on peut prendre encore avec une friteuse, si vous voulez. Lorsque vous avez des frites dans votre assiette, vous avez pris des pommes de terre, vous les avez pelées, vous les avez coupées, vous les avez mis dans la friteuse, et après vous avez les frites. Et vous êtes évidemment complètement incapable de savoir si votre frite provient de telle ou telle pomme de terre et donc de tel ou tel champ. Et donc c'est exactement le problème que l'on a, encore une fois, qui n'est pas un problème d'opposition de principe sur avoir un règlement. C'est un problème opérationnel de gestion de données en nombre absolument considérable, alors même que beaucoup des opérateurs de la chaîne de valeur sont des PME, des petites sociétés d'exploitation forestière, dont on voit assez mal comment elles pourront rentrer le type de données que je mentionne dans des registres centralisés, etc. Donc c'est quand même un des vrais gros problèmes de ce règlement. Et en l'occurrence, tu représentes des industries qui sont quand même plutôt en amont, si je ne me trompe pas. Et donc, bon, déjà, vous allez avoir toutes ces données, d'aller récupérer les données de vos fournisseurs en forêt, puis après, vous allez devoir donner ces données, désolé d'utiliser beaucoup ce mot-là, et ainsi de suite tout au long de la chaîne. Donc on va se retrouver dans, tu parlais de mégadonnées, de big data, oui. De big data, ou de mégadonnées même, on pourrait dire, parce que ça, on va avoir une quantité de données extrêmement importante à gérer, particulièrement pour ce bois d'industrie, c'est-à-dire le papier dans ton cas, mais aussi le carton, le panneau. Comment tu vois ça aussi tout au long de la chaîne? Après, je veux dire, les industries que tu représentes. Plus on est dans l'aval d'une chaîne de valeur, donc l'amont, c'est par exemple le producteur, l'exploitant forestier qui exploite le bois et qui livre le bois à l'usine de pâte. Ça, l'information, elle est assez facile. Apporter l'information que le bois a été récolté sur telle parcelle et donner l'information au producteur de pâte à papier, ça c'est facile et ça se fait déjà beaucoup. Jusqu'au moulin, si on voulait faire une analogie avec un produit agricole, voilà, ça tient. Ça tient. Après, la difficulté, c'est encore une fois, comme vous avez des mélanges successifs, vous êtes obligé de prendre le cas où potentiellement c'est telle parcelle plutôt que telle autre. Donc vous avez cette problématique de mélange de produits jusqu'au produit final qui conduit très rapidement à des données absolument considérables et qui induit un risque économique par ailleurs absolument important parce que dans le papier qui est là, il apparaît qu'il y a par exemple 3000 parcelles qui potentiellement ont pu contribuer. On ne dit pas qu'il y en a 3000, mais il y en a potentiellement 3000, mais on ne peut pas savoir si c'est la 1, la 2, la 3000, etc. Et s'il apparaît que sur une de ces parcelles, il y a eu un mécanisme de dégradation, ça veut dire que ce risque-là qui frappe une parcelle, il se retrouve dans un nombre extrêmement important de papiers parce que de manière symétrique au fait que cette parcelle, que ce papier a été potentiellement généré par 3000 parcelles, symétriquement, une parcelle se retrouve dans un nombre extrêmement important de produits. Ce qui veut dire que si vous avez une illégalité, juridique dont tu parlais sur une parcelle dont il apparaît par un contrôle ex post qu'elle est en situation de dégradation, eh bien, cette situation d'irrégularité se retrouve dans un nombre extrêmement important de produits. Or, le risque est important puisque les entreprises sont légalistes, veulent respecter la réglementation et donc sont exposées à un risque financier puisqu'il y a des pénalités financières
qui représente 4% du chiffre d'affaires européen. Donc, voilà, donc on ne voit pas comment on arrive à contingenter le risque, on est prêt à le prendre, mais la mécanique telle qu'elle existe avec le RDUE fait que le risque est répandu et que le respect et la conformité nous semblent extrêmement difficiles à respecter. Donc on parlait de ces craintes déjà donc, au niveau du moulin, c'est-à-dire tes entreprises, et puis après, du coup, sur la suite de la chaîne de valeur, quand on peut parler de packaging, etc., on a ces interrogations, hein, on va le dire comme ça, et donc ces discussions qu'il va y avoir dans différents groupes de travail pour voir comment les choses peuvent se mettre en place, particulièrement, j'allais dire, pour cette industrie. Y compris aussi le panneau, on en parlait tout à l'heure, qui, à mon avis, a le même type de problématique. Caroline, vous, avec les forêts du bassin du Congo, vous avez peut-être moins cette difficulté, quoique je pense que vous l'avez moins. En termes de cartographie, comment vous fonctionnez? En sachant, et je fais tout de suite la parenthèse, et d'ailleurs j'ai eu la confirmation de mes collègues, FSC, il y a eu un vote en Assemblée Générale de FSC en 2021 qu'il allait y avoir une cartographie systématique de toutes les forêts certifiées FSC. Et la confirmation que j'ai eue, c'est que ça allait être compatible, évidemment, avec le RDUE. C'était pas évident parce que nous, on est une organisation internationale, on n'a pas forcément à regarder que les petits problèmes de petits Européens, on a aussi à regarder les problèmes de personnes d'autres continents, mais on le rend compatible avec le RDUE. Et ce qui montre peut-être d'ailleurs le soft power de l'Europe au passage, si une organisation internationale comme FSC prend en compte ce que dit l'Union européenne. Caroline, sur la cartographie? Juste, j'ai envie de revenir sur cette notion de traçabilité dans le RDUE. Je pense qu'il y avait l'idée à la base, d'abord le constat que dans le RBUE, on était confronté à la vérification de légalité qui est donc dépendante d'un pays, d'un mode de gestion. On s'immisce dans un contexte réglementaire, une façon dont c'est appliqué. Et finalement, on l'a vu, le RBUE n'a pas toujours été efficace. L'idée de la traçabilité réelle, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le RDUE, il y avait cette idée un peu fantasmée de se dire depuis mon bureau chez moi, je peux, grâce à ces coordonnées, aller vérifier via satellite ce qui s'est passé dans les forêts, d'où viennent mes produits. Je pense que cette idée, et je rejoins un peu ce que vous disiez par rapport à est-ce qu'on ne pouvait pas se contenter de l'idée intellectuelle que ça vient d'une forêt, comme le fait FSC d'ailleurs. La chaîne de contrôle permet de dire ce produit vient d'une forêt certifiée, on ne sait pas laquelle, mais on accepte l'idée intellectuelle que ça vient d'une forêt qui a été auditée, contrôlée, qui respecte un certain cahier des charges. Là, on se retrouve effectivement à devoir, à tous les niveaux de la chaîne, transmettre cette information. Je pense qu'il y avait vraiment cette idée de pouvoir soi-même aller regarder ce qui s'est passé dans cette forêt. Nous, dans le bassin du Congo, je ne veux pas faire la fière, mais c'est vrai que c'est quelque chose... nos fibres, à nous, elles sont grosses. Elles font plusieurs mètres de long, elles font plusieurs dizaines de centimètres de large. Les 3 mm. Non, on est sur un produit unique qui est assez traçable. Et même après, quand il est transformé en bois d'œuvre, on reste sur des matériaux qui sont facilement identifiables et suivables. Dans le bassin du Congo, effectivement, la traçabilité, mais avant même la certification, la concession en elle-même est très précisément délimitée, décrite. Les limites sont décrites par des points GPS, d'un point à l'autre, la description est donnée. Si c'est une limite physique par une rivière, si c'est une limite artificielle par une ligne droite. Au sein même de cette concession, les assiettes annuelles de coupe sont elles-mêmes aussi très bien définies, très bien caractérisées avec des points GPS. Et je dirais même au sein d'une assiette de coupe, avant d'exploiter une assiette de coupe, le gestionnaire va faire un inventaire exhaustif de sa parcelle. C'est-à-dire que tous les bois sont répertoriés, sont identifiés sur des systèmes d'information géographique. Et si on veut, on a même des gestionnaires qui s'amusent, je ne sais pas, mais qui, pour rassurer leurs clients, leur donnent la liste des points GPS, des souches d'où proviennent leurs produits, leurs débités ou autres produits bois. Donc la traçabilité, effectivement, n'est pas un sujet. Dans le bassin du Congo, c'est juste une histoire de gestion de la donnée et on en a beaucoup moins, effectivement, que dans l'industrie du pâte à papier. Juste, je le dis aux personnes qui s'occupent de l'écran qui est derrière moi, si on peut montrer, il y a une personne en fait qui fait des dessins en même temps qu'on est en train de parler. C'est pas des dessins pour faire de la BD, mais ça dit un petit peu ce qu'on est en train de se dire là, avec les mots qu'on a repris. Donc voilà, on va avoir la conclusion et ce dessin, il faudra peut-être qu'on le nettoie suite à cette table ronde, mais je pense que ça peut aider à se repérer, en l'occurrence sur où peut se situer FSC dans ce RDUE. Avant enfin non, on va conclure en fait parce qu'il est l'heure et puis on aimerait bien avoir quelques questions. Je la refais. On va prendre les questions maintenant et après je vais vous proposer à chacun de conclure avec 1 minute de conclusion. Ce que je vous propose, c'est de prendre des questions de la salle, si vous en avez par rapport aux interventions qu'on a eues. Est-ce que ça vous fait réagir? Oui, je vous en prie.
Est-ce qu'on peut passer un micro? Merci beaucoup. Merci. Alors, vous vous présentez et puis forcément concis, c'est-à-dire que les intervenants sont ici et ne sont pas dans la salle. Donc c'est vraiment des questions, s'il vous plaît. Le micro, oui. Camille Dehem d'Altavia, donc fortement concernée par l'aspect... On n'a pas entendu, excusez-moi. Non, mais c'est bon, cette fois ça marche, vous pouvez y aller. Camille Dehem Altavia, voilà. Donc concernée par l'aspect traçabilité des produits, parce que du coup on est sur la partie papier et carton. Donc mes questions vraiment portent sur le comment, sachant qu'aujourd'hui nous on est face à une problématique, un contexte économique où tous les acteurs, organismes certificateurs sont tous sollicités, fortement sollicités. Un excellent point. Voilà, donc quelles seraient vos suggestions autour de la table en fait pour pouvoir avancer et être compliant dans 18 mois? Voilà, merci. Ça, je pense que c'est à la fois une question pour FSC, une question pour le ministère. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Ouais. Pour FSC, effectivement, alors toutes les certifications, hein, c'est pas que FSC, on constate effectivement dans toutes les certifications qu'il y a une difficulté d'avoir suffisamment d'auditeurs et d'auditeurs qualifiés. Dans notre cas, c'est la question de la qualification qui, du coup, bloque certains qui voudraient faire de l'audit, mais qui n'ont pas les qualifications, qui sont un peu restrictives pour pouvoir le faire. Donc ça pose la question effectivement de la capacité d'avoir des personnes qui sont à un niveau suffisamment intéressant en termes d'exigence, mais quand même suffisamment de personnes pour pouvoir faire effectivement ces contrôles. Et on voit bien que plus on va demander de contrôle, plus il faudra de gens. Donc pour FSC, nous, clairement, on a un manque, FSC et toutes les certifications, hein, c'est pas que FSC, un manque d'auditeurs, on a besoin de plus d'auditeurs. Et j'en profite pour faire l'appel pour qu'il y ait plus d'auditeurs dans la certification en général. C'est un métier qui a besoin, qui est en tension pour le coup. Je ne sais pas si toi tu souhaites compléter sur... parce que ça pose un peu quand même la question de la quantité d'auditeurs et le niveau de qualification qu'il va y avoir, il me semble, en fait, finalement, à travers cette question. Non, mais c'est un sujet qui est effectivement important et on va travailler effectivement avec ces organismes pour effectivement qui puissent monter en compétences en même temps et quand on va former les agents qui vont constituer l'autorité compétente, qu'on puisse effectivement développer des formations qui servent aussi au secteur privé. J'ai cru voir une main levée. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas vu qu'il y avait le main. Alors, qui avait levé la main? Moi, je crois que c'est la demoiselle derrière, hein, que je ne vois pas très bien, mais voilà. Et après, monsieur et monsieur. Et pardon de vous dire monsieur, alors je vous connais. Et monsieur, voilà. Et après, je crois qu'on aura pris toutes les questions. On va prendre 2 questions à la suite et on va faire 2 et 2. Je vous en prie, madame. Allez-y. Bonjour, je suis Laura Robin. Je suis chargée d'études qualité pour SAS Équipement de la Maison. Donc, je suis, on n'a pas entendu, excusez-nous. Oui. Si vous pouvez parler plus fort, on n'a pas entendu, excusez-nous. Pardon. Laura Robin, service qualité pour SAS Équipement de la Maison. Merci beaucoup. Du coup, je me posais une question concernant les possibles déclarations pour respecter la diligence raisonnée. Dans le cas de la RBE, il n'y avait rien de type, on va dire. Il n'y avait pas de déclaration type. Donc, je voulais savoir, pour la RDUE, est-ce qu'il y aurait une déclaration type ou un site officiel ou quelque chose comme ça pour pour faire la diligence raisonnée? Tu voulais répondre? Oui, alors il n'y a pas vraiment de formulaire type puisque les informations qui sont à fournir sont dans l'annexe 2 du règlement. D'accord ? C'est assez succinct. Hein, il faut les informations de l'opérateur, du fournisseur, le produit, la description du produit, les quantités, les coordonnées géographiques. C'est le plus gros sujet, on va dire, hein, de la déclaration de diligence raisonnée. Il n'y a pas vraiment de formulaire parce que ça va être saisi directement dans un système d'information. Rien d'officiel du coup, pas de site officiel où on retrouvera toutes les informations par rapport à un produit ou un fournisseur. Ce sera vraiment au cas par cas à voir directement avec nos fournisseurs. Non, c'est-à-dire que l'opérateur sur les produits qu'il va mettre en marché va devoir fournir dans le système d'information que l'Union européenne est en train de développer. D'accord ? Il y a un gros système d'information qui va collecter toutes les informations des déclarations de diligence raisonnée. D'accord ? Et ça, c'est à l'opérateur de collecter les informations qui concernent son produit ou son lot
qu'il va mettre sur le marché, il le saisit. Mais après, c'est à l'opérateur de se rapprocher de son fournisseur pour avoir ces informations et voir des fournisseurs précédents pour avoir les informations de géolocalisation. D'accord, mais cette saisie, rien d'officiel, c'est un papier qu'ils vont nous donner en nous disant bon, bah voilà, on a fait. C'est une question très très technique. Ce que je vous propose, c'est Paul-Antoine, tu voulais répondre là-dessus et puis qu'on avance sur le nombre de questions parce que sinon, on ne va pas réussir à avoir les questions de tout le monde. Le cœur de tout ça pour les entreprises, ça sera l'interface de saisie. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous ferez une vente, à chaque fois qu'il y aura un produit qui sera vendu, vous devrez, pour vos matières premières, avoir ces opérations, saisir des informations, émettre la déclaration de diligence raisonnée, avec d'autres informations qui, pour nous, également posent problème, que sont l'intégration du nom de vos clients, de vos fournisseurs et des volumes. Donc on n'est pas complètement à l'aise, par ailleurs, de mettre ce type d'informations sur un registre communautaire. Il y a, en mon autre sens, un sujet de droit des affaires, mais ça, c'est une autre question. Donc ça sera vraiment un sujet majeur. Et à l'heure actuelle, de ce qu'on a vu de la première maquette de la Commission européenne, l'interface de saisie est désarmante de naïveté. Enfin, c'est un petit peu l'interface que vous utilisez quand vous êtes transilien. Bah vous avez un menu déroulant, donc l'essence c'est A, Acacia. Après, vous avez une case pour mettre le volume. Après, une case pour mettre longitude, latitude. Donc on voit que c'est absolument pas dimensionné. Quand tu dis naïveté, ça veut dire méconnaissance de certains process industriels ? Sans doute, c'est comme ça qu'on l'interprète. Après, c'est la première version, il y a encore quelques mois, mais ça dénote quand même que l'aspect big data n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'avoir des menus déroulants du type transilien, où vous faites des saisies à la main, alors que je parlais encore une fois de milliers de données, très rapidement, dans une chaîne de valeur, on ne voit pas bien comment ça va être plugué avec des systèmes d'information, d'échange de données, parce que là tel que c'est possible, tel que c'est pas possible. On ne peut pas avoir des batteries de personnes qui vont saisir des données, parce que tout ça, fondamentalement, c'est du traitement de données le long d'une chaîne de valeur. Voilà. Je peux juste Caroline, ajouter, je propose qu'on avance pour les autres. c'est un des gros enjeux de ce règlement, au-delà des exigences de fond, la déforestation, les droits sociaux, etc. C'est comment ça va être utilisé. Ce système d'information, ça va être la clé, ça va être le goulot d'étranglement de cette réglementation. Et comme vous disiez, de devoir saisir champ à champ, c'est pas possible. Il faut prévoir de pouvoir intégrer des fichiers, ou il prévoit même de visualiser les polygones. Je ne sais pas comment ils vont le faire, s'ils vont intégrer un système d'information géographique. Mais au-dessus de 4 hectares, il faudra qu'on oui, mais le système va permettre de visualiser ces polygones, comment ça va faire, enfin, ce qui n'est pas forcément représentatif d'une réalité de parcellaire. Donc non, ça va être le système d'information est le gros sujet du moment. Il est en cours de développement et effectivement, il va être testé. Mais et on a parlé du manque d'auditeurs. Est-ce qu'on aura assez de personnes en capacité d'être bons sur la construction et la gestion de ces datas ? Et est-ce qu'elles vont être compatibles ? C'est aussi le sujet que tu as soulevé. Juste au passage, FSC souhaite travailler avec ICIL, qui est en fait un système qui définit ce qui est une bonne norme, qui comprend FSC, mais aussi d'autres labels, et aussi avec la FAO pour essayer d'avoir une coordination, en fait, donc la FAO de l'ONU, pour avoir une coordination en fait sur la question de la data, parce que le risque c'est que chacun arrive avec son jeu de données et qu'on n'y arrive pas du tout parce qu'elles sont pas compatibles. Je sais plus l'ordre que j'avais donné, je vous demanderai d'être discipliné. Je crois que c'était toi Fabio et après c'était toi. Donc Fabio d'abord. Fabio. Ouais. Donc Fabio Pêche, je suis auditeur, gestion forestière et traçabilité. Ma question c'est sur justement le contrôle, parce qu'en introduction, il a été mentionné que le contrôle sera mis en place par des mandataires. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mandataires sont déjà identifiés ? Ce sont qui les autorités chargées du contrôle ? C'est en cours. Alors là, on te demande de dire encore plus de précision. Mais... Non, mais l'autorité, ceux qui sont chargés des contrôles, ce sera les États membres qui vont devoir, qui seront responsables des contrôles. Mais les organismes auprès des États membres, pour l'instant, ce seront les mêmes pour du RBE ou seront d'autres organismes ? Tu veux dire, en fait, ce que tu veux dire, Fabio, c'est est-ce que ça sera des fonctionnaires de l'État ou est-ce que ça sera des organismes certificateurs privés ? C'est ça ta question. C'est ça ta question. Non, ce sera des fonctionnaires. Réponse claire et nette. J'en prie. Oui, Georges-Henri Florentin, France Bois 2024 et Académie d'agriculture de France. Je voudrais revenir sur la notion de dégradation de forêt. Et je voulais savoir si, peut-être Madame Simu, au travers des groupes de travail, vous avez un objectif, parce que le point important, c'est la granulométrie. Quand on parle de plantation, c'est sur quelle surface ? Quand on parle de monospécificité, c'est sur quel nombre, quel pourcentage d'essence ?
puisque on n'est jamais dans un système complètement parfait où on a 100%. Donc ces éléments-là me semblent absolument nécessaires de préciser, sinon on va tomber dans des systèmes qui ne seront pas applicables. C'est tout à fait le sujet. Une réponse très rapide, je me permets, Diane. C'est à la parcelle qu'on va regarder la dégradation. Mais après, la granulométrie, c'est là qu'il y a sujet. Diane, je ne sais pas si tu veux en dire deux mots sur ce groupe de travail, parce qu'on est en train d'y... Enfin, tu es en train d'y travailler. Et sur la monospécificité, il y a des pourcentages. C'est pas simplement une essence. On ne plante pas qu'une seule essence en général dans nos forêts. Ce sont des forêts qui sont mélangées, même en plantation. Donc, il faut descendre très dans le détail de cette granulométrie et de ces pourcentages. Alors moi, je dois bien admettre que je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas si ma collègue Marine l'a pour l'instant, mais c'est effectivement un enjeu qu'on pourra travailler dans les groupes de travail. Marine, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Marine Reboul, je suis chargée de mission sur les sujets déforestation importée au Commissariat général au développement durable. Oui, effectivement, la notion de dégradation soulève de multitudes de questions pour lesquelles nous ne sommes pas experts. Et c'est pour ça qu'on va devoir travailler avec les acteurs de la filière et les experts pour trouver des solutions. Ce groupe de travail n'a pas encore commencé. La première réunion aura lieu le 6 juillet. Elle est pilotée par nos collègues du ministère de l'Agriculture qui ont davantage d'expertise que nous sur ces sujets de dégradation forestière. Voilà, donc les choses vont se mettre en place doucement. On attend aussi des éléments de la part de l'Union européenne, que ce soit de la Commission, ou de voir comment les autres États membres vont apprécier cette notion pour essayer d'avancer de manière harmonisée, comme le disait Diane tout à l'heure. Mais je crois que tu le disais, c'est le sujet pour nos forêts françaises, il est là, sur ce RDUE, cette question de la dégradation. Ça peut être très complexe. Encore une fois, nous, on travaille ça depuis la création de FSC en 1994, et quand on révise un référentiel, c'est 2 ans de discussion sur cette granulométrie très précise. Donc c'est un vrai sujet complexe. Il n'y a pas de noir ou blanc dans cette histoire, et les nuances de gris peuvent être très précises. Un complément rapide. C'est juste dire qu'au sein de l'Académie d'agriculture de France, il y a une section forêt-bois qui est spécialisée, qui est au Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, avec des experts qui sont soit des forestiers, soit des gens qui ont travaillé, soit des chercheurs, et qui sont hors de tout lobbying. Donc c'est peut-être un élément à mettre au niveau de vos groupes. C'est pas du lobbying que tu viens de faire? Non, mais je plaisante. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Olivier Bonneau, du cabinet Aubois, aussi auditeur et spécialiste en légalité, risk assessment et audit. Je complète du coup la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une définition de la dégradation et de la déforestation avec des seuils? Parce que dès lors qu'on va parler d'exploitation forestière, on va faire de la déforestation. Mais si on regarde à l'échelle d'une concession forestière du bassin du Congo de 500 000 hectares ou à l'échelle d'une parcelle de 10 hectares, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc est-ce qu'on a un seuil déjà qui définit cette déforestation, cette dégradation? Et comment on la mesure? Avec quelles règles? Marine, est-ce que c'est encore pour toi? Moi, je voudrais rajouter un truc aussi sur la dégradation, c'est très clair. Juste pour revenir sur la définition de la dégradation, si on prend le cas du bassin du Congo, la définition de la dégradation, elle est très claire. Forêt naturelle en forêt de plantation. Donc clairement, dans le bassin du Congo, on n'est pas concerné par ça. La gestion durable... Juste pour préciser. Non, les lois le prévoient comme ça. C'est d'accord. plus ou moins appliqué, mais les lois le prévoient comme ça. On est dans une gestion avec un prélèvement sélectif sur une régénération naturelle. C'est plus ou moins appliqué, soit, mais le principe de base, on n'est pas dans une conversion. Il n'y a aucune conversion dans les concessions forestières du bassin du Congo. Donc la définition, elle est claire. Forêt naturelle ou forêt naturellement régénérée, en forêt de plantation ou forêt plantée. Là, il peut y avoir des subtilités, on en a un peu évoqué au début, mais dans le bassin du Congo, c'est clairement pas concerné. C'est très clair. Il n'y a pas de conversion, donc il n'y a pas de dégradation. La gestion durable n'est pas une dégradation. Par contre, il faut prendre le micro parce que il faut passer le micro en fait parce que c'est en. Mais non, il faut s'en tenir à la définition. Il n'y a pas de plantation. C'est pas converti en plantation. On prend le point. Moi, voilà. J'ai noté quand même très malicieusement que tu as dit que dans les forêts FSC, il n'y avait pas de dégradation, mais qu'il pouvait y en avoir dans celles qui n'y étaient pas. Bon, je suis coquin, mais tu n'es pas forcément d'accord sur ce point-là.
Est-ce qu'on avait une dernière question, je crois, monsieur? Non, alors ça, c'était. Vous aviez levé la main tout à l'heure, monsieur? Non. Non, alors ça, c'est coquin, parce que c'était le monsieur d'abord. Et après, ouais. Mais je vous le passerai, mais le monsieur était avant vous. Merci. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au cocktail. Ce qui est plutôt sympa aussi. Et avant, il y aura la petite conclusion. Merci, Paul-Antoine. Je commençais à fatiguer. Oui, monsieur, je vous en prie. Hubert Guillet, Pro-Sylva France. Vous avez parlé de dégradation des sols. Dans certains pays, il peut aussi y avoir des enracinements à grande échelle. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Canada. Derrière cette dégradation des sols, cette artificialisation volontaire pour avoir beaucoup plus de rentabilité, parce que bon, les résineux poussent plus vite et produisent plus de bois, comme tout le monde le sait. Je veux dire que derrière, il y a un effet dramatique qui sont les incendies. Et ça, je pense qu'il faudrait quand même l'évoquer, parce que c'est cette augmentation des risques d'incendie est une conséquence directe de l'artificialisation des sols. Vous mettez les pieds dans le plat d'un sujet de discussion en France en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre sur ce sujet du fait que les plantations seraient plutôt cause d'incendie. C'est ça que vous dites finalement? Peut-être pour toi, Yann? Mais on augmente. Moi, je vois dans ma région, si vous m'entendez. Il faut qu'on prenne le micro parce qu'en fait, on parle de. Vous êtes de quelle région du coup? Des Pays de Loire. D'accord. Pas loin de chez moi. Je suis du centre. Voilà, on est voisins. Moi, je suis de la région de Sablé, où on a eu de très forts incendies qu'on n'avait jamais connus l'été dernier. On a des forestiers très médiatisés, connus. Par contre, je vous propose de poser la question reconnus, maintenant. je dis, qui volontairement procèdent par coupe rase de peuplement feuillu, procèdent à des enracinements. Donc de la conversion. Procèdent à des enracinements monospécifiques. Il n'y a qu'une essence. Là, il n'y a pas de nuance de gris pour le coup. Ça ressemble beaucoup à de la conversion, ce que vous caractérisez. C'est vraiment du et donc de la dégradation dans le RDI. C'est vraiment du monospécifique. C'est de la dégradation des sols. Des sols naturels, après une coupe rase, on procède par un broyeur qui coûte 250 € de l'heure. Je vous propose quelque chose, c'est de Yann. Est-ce que tu veux prendre ça? Parce que c'est intéressant de voir que le WF et France Sylva vont être d'accord quand même sur ce sujet-là. On malaxe les sols sur 1 mètre de profondeur. Et on est bien d'accord. On broie toute la biodiversité. Je vous propose que ça soit Yann qui complète. Je termine. Je veux dire qu'après, on augmente, avec un peuplement résineux monospécifique, on augmente de façon considérable les risques d'incendie. Oui, moi je suis. J'ai entendu un c'est faux au fond de la salle. On va faire le débat au cocktail, je vous préviens. Je suis d'accord, et je pense que c'est ce qui explique que dans le débat qu'il y a eu les années précédentes sur le fait que les forêts gérées, on va dire de manière plus, je vais caricaturer, plus écolo, brûleraient plus que les autres. En fait, la réponse était que non, elles brûlent comme les autres. Parce qu'il y a des raisons pour qu'une forêt gérée de manière plus différenciée, etc., brûle effectivement plus facilement. Mais il y a des raisons pour lesquelles une forêt plus artificialisée brûle aussi plus facilement. Donc au total, les forêts brûlent, et qu'elles soient gérées d'une manière ou d'une autre, elles brûlent à peu près pareil. Donc effectivement, vous avez raison, c'est une notion absolument considérable et à prendre en compte qui va devenir au centre. Je pense que la réglementation est un peu en retard sur ces questions, parce qu'elle n'était pas... Ça a mis 10 ans, hein, une réglementation comme celle-ci, celle-ci était rapide d'ailleurs, mais ça met en tout cas une demi-décennie au moins, et au fond, ce problème est aujourd'hui sur la table, enfin en tout cas récemment sur la table, et va devoir être pris en compte. Je peux Le débat, non. Le débat au café, et on va se faire ce débat de façon passionnée en buvant un verre. Je vous écoute, monsieur, allez. Je vais essayer de faire très court. Donc, Patrick Hiverneau, je fais du conseil en certification. C'est la dernière question, désolé. Je fais du conseil en certification ISO et PEFC et FSC. Est-ce que les entreprises certifiées, donc FSC ou autres, bénéficieront d'une présomption de conformité, comme c'est le cas dans le cadre du RGPD avec l'ISO 27001? D'une présomption de conformité, ça n'exclut pas les contrôles, hein, mais ça renverse la charge de la preuve juridiquement. J'ai fini. Alors, moi, j'interprète ce que dit... On a fait un petit scénario tous les deux pour faire la réponse, parce que j'ai dit à Diane, je vais interpréter ce que Diane a dit tout à l'heure, et elle va me corriger si j'ai tort. FSC n'est pas une green line, comme elle disait. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas dit vous êtes FSC, point barre, circulez, il n'y a rien à voir. Il y en a qui ont cru ça, et il y en a qui croient encore ça. Mais ça, déjà, d'une FSC, on ne veut pas, on n'est pas la police, comme je disais.
Par contre, FSC est un outil d'atténuation des risques. Il y a beaucoup d'éléments dans la certification FSC qui vont être extrêmement utiles. J'ai pu entendre certaines entreprises qui se sont dit « Est-ce que je vais garder la certification FSC ?» Je pense qu'une erreur stratégique majeure d'une entreprise serait de quitter la certification FSC vu ce qui est en train d'arriver, mon avis. Le point, c'est que, et là j'interprète peut-être ce que dit Diane, c'est il va y avoir beaucoup de choses à faire. Et il va falloir mettre en place, tu as parlé d'un plan de... Un plan de contrôle. Et dans ce plan de contrôle, il semblerait, d'après ce que j'ai entendu, que ça ne sera pas forcément les produits certifiés FSC qu'on va regarder en premier. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont peut-être plus intéressants à regarder quand il s'agit de contrôler. J'interprète peut-être. C'est un petit peu ce que j'ai entendu en filigrane. Bon, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le fait d'être labellisé FSC n'est pas donc une présomption automatique de conformité. Et c'est la responsabilité de chaque entreprise de s'assurer qu'elle est conforme. Et donc, elle ne peut pas uniquement se reposer sur la labellisation pour le faire. En revanche, c'est effectivement un outil absolument clé dans la mise en œuvre du processus de diligence raisonnée. Effectivement, j'ai parlé de cette priorisation qui devra avoir lieu dans le cadre de l'établissement du plan de contrôle et qui devra prendre en compte un certain nombre de faisceaux de risques. Et le fait qu'il y ait une labellisation FSC est un facteur fort d'atténuation de risque. Voilà. Ce qui n'est pas facile, je pense aussi. Ouais, c'est bon, super, merci. Ce qui est pas, et une dernière, j'ai triché parce qu'en fait, tu vas avoir le droit aussi à une question, mais c'est la dernière. Et après, les autres, c'est en bleu vert. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense aussi qu'on arrive dans une société du risque et de management du risque. Ce qui est un peu paradoxal avec un RDE qui a une certaine aversion au risque finalement. Bah oui, mais n'empêche qu'il va falloir le gérer par le risque. Et donc il va falloir gérer un peu ces paradoxes aussi dans le RDU. Merci, je te facilite la tâche, c'est même pas une vraie question. Nicolas Pillet, je travaille pour l'organisme Preferred by Nature. Simplement pour apporter un petit peu d'informations, notre organisation a reçu un financement de la FAO, notamment pour développer un protocole, et donc c'est un projet assez court, de gestion et de transfert des données en lien avec ces enjeux de diligence raisonnée, de déclaration et tout ça. Donc on partagera tout ça, tout sera public, on utilisera FSC France pour diffuser l'information également et tenter de rassurer. Information passée, c'est vrai que Preferred by Nature est très actif sur ce rôle-là. Normalement, c'était une question, t'as triché, mais c'est pas grave. On fait une conclusion, chacun 1 minute. Moi, je la fais pas, je vous laisse la faire. J'hésiterai en fait. À toi, Caroline, je t'en prie. Merci, merci en tout cas encore d'avoir pu partager un peu les analyses, les interprétations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce règlement, alors aussi bien d'un point de vue forêt tropicale, c'est un règlement, comme je l'ai dit, qui est plutôt une belle opportunité de reconnaissance. Néanmoins, il reste encore, il y a des choses encore à revoir, il y a des points d'interprétation, il y a des gros enjeux, notamment on l'a vu, le système d'information, le classement des pays, des subtilités aussi dans certaines définitions. On n'a pas parlé, mais aussi l'aide aux petits producteurs, comment les intégrer aussi dans ce système-là, et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Voilà, il y a encore de gros enjeux au-delà des exigences de fond qui sont aujourd'hui, d'un point de vue forêt tropicale, une bonne opportunité. J'ai envie de dire qu'il faut continuer à travailler ensemble, et là je me tourne vers les autorités compétentes futures. Je me tourne, même s'il n'y a personne, vers la Commission européenne, de travailler ensemble pour tester. Je crois qu'il y a quelqu'un de la Commission européenne dans la salle. Ah ben je serai avec plaisir pour en parler. Mais il faut travailler avec les filières, avec les acteurs, avec les opérateurs, non seulement pour, on l'a vu, le travail des données, tous les systèmes qui va permettre ce traitement des données, mais également aussi pour toutes les interprétations, pour des différentes facettes de ce règlement. Et nous, en tout cas, on se tient à disposition des acteurs pour en parler. Mais je voudrais finir en disant que ce règlement pour la filière bois, quel qu'il soit, il est quand même une opportunité. On est une filière qui est quand même relativement bien en avance avec les démarches de certification, le RBUE, des réglementations dans les pays producteurs qui ont prouvé quand même leur pertinence. Donc c'est quand même un règlement d'opportunité pour notre filière. Il faut aussi se placer en proposeurs de solutions. J'ai envie de dire, je pense que ceux qui mettent en place ce règlement, que ce soit au niveau de la Commission, au niveau des États membres, ils sont aussi en attente d'idées, de solutions. Donc à nous aussi de partager, de proposer des solutions en fonction du contexte que nous connaissons. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il faut continuer, il faut même pas continuer, intensifier ce dialogue qui est, il faut le dire, pas très intense au niveau de la Commission européenne. Donc voilà, on est à disposition pour ça. Donc un appel au dialogue. Exactement. Diane ?
En fait, Caroline m'a piqué ma conclusion. Hein. C'est vraiment ce que je voulais conclure aussi sur le fait que notre porte est vraiment ouverte. Enfin, nous, on n'a pas les réponses à tout. Vous l'aurez bien remarqué. Parfois, on se pose les mêmes questions que vous. On échange effectivement avec la Commission européenne. Peut se faire ce relais. Nous, notre objectif, c'est qu'on soit, qu'on ait le meilleur dialogue possible entre filières, acteurs, enfin tous les différents acteurs au niveau national, pour qu'on puisse aussi nous apporter des solutions au niveau européen, pas juste se tourner vers nos collègues de la Commission en disant qu'est-ce que vous faites, il est où le, enfin voilà, mais effectivement apporter des solutions. Et je pense qu'en France on a la maturité pour essayer d'apporter ensemble des solutions. Mais pour ça, on aura vraiment besoin de votre aide à tous. Juste sur cette question de la maturité, c'est pas ma conclusion. Ma conclusion, ça va être très simple, c'est ce que vous avez derrière, parce que je trouve que notre dessinatrice a fait quand même un bon boulot. Juste un point là-dessus, tu disais la France est assez pionnière. Il s'avère que, et c'est pas pour dire FSC France, mais il s'avère que FSC France dans FSC est l'office national qui est le plus sollicité par les offices de FSC en Europe pour parler de ce sujet-là. Parce que en fait, notre pays a pris de l'avance. Et donc, moi, en tant que directeur d'FSC France, j'ai pris de l'avance sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu pour corroborer ce que tu disais. Paul-Antoine. 3 points. Le premier, on est très favorable à un outil, je l'ai déjà dit, et il faut absolument lutter contre la déforestation importée. Le deuxième point, je crains qu'on soit dans un corner technique. C'est-à-dire que le texte tel qu'il est écrit, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question de mise en œuvre opérationnelle de la manière dont c'est rédigé. Et on est, nous, très préoccupés. Et même si on est en dialogue avec la Commission, il y a certains points tels qu'ils sont inscrits, on ne voit pas comment ils vont pouvoir être mis en cause. Ils sont écrits dans le marbre, en fait. Ils sont écrits dans le marbre, voilà. Encore une fois, c'est un règlement, donc les règlements s'appliquent en l'état dans le droit français. On n'a même pas une flexibilité de transposition. Donc encore une fois, c'est vraiment un problème très opérationnel, très technique, on ne voit pas comment ça va pouvoir marcher a fortiori dans un contexte où, dans le cadre des forêts européennes, on n'a pas de problème de déforestation. On peut avoir des sujets de dégradation forestière, et on est tout à fait ouvert pour en parler. Les outils de certification de gestion durable sont là pour ça. Mais on a mis en place quand même un outil d'une complexité absolue qui, pour le cas encore, je me répète, de la forêt européenne, ne nous paraît pas pertinent. Alors même qu'une approche aurait été, de muscler si nécessaire le règlement bois de l'Union européenne, et donc de conserver l'approche Schengen que j'évoquais, et en second lieu, d'avoir d'entrée une répartition des classes de risque entre risque fort, risque faible et risque moyen, d'entrée avant que le texte entre en vigueur. C'est-à-dire qu'on fait une typologie des pays, et pour les pays pour lesquels on identifie un risque, on a dans ce cas-là des exigences supérieures à ceux pour lesquels le risque n'existe pas, puisque nous tous, êtres humains, on est prêts à faire des efforts, mais ces efforts doivent être jaugés à l'aune du bénéfice collectif qu'on est retiré. Et là, moi, je crains que pour une très large partie de la filière forêt-bois-papier française, la pastille la pilule soit extrêmement difficile à avaler au fur et à mesure que ce dont on parle ce soir percolera et que les gens se rendront compte de ce que ça veut dire concrètement d'être 3 heures le soir devant son ordinateur à saisir des données sans objet. Je crois que ton point est extrêmement clair, c'est concrètement comment on va faire. C'est le point que tu amènes, notamment sur cette question de la gestion des données. Yann ? Oui, moi je voudrais souligner que vous avez vu qu'avec ce règlement, on passe d'un dispositif qui était plutôt à base volontaire au départ et qui, en revanche, se restreignait à l'application de la loi, à au contraire un règlement qui, lui, va nous demander d'aller au-delà de la loi. Donc c'est une double évolution. Et comme la fin de la discussion l'a montré, tout ça va mettre beaucoup l'accent sur le contrôle et la procédure. Ce qui va supposer un déploiement de moyens assez conséquent, d'une part, certes, des entreprises, d'autre part, évidemment, parce que c'est la logique de la certification, et enfin, des autorités. Et de ce point de vue-là, nous, les ONG, on a déjà commencé à prévoir de pousser pour un renforcement chiffré des moyens qui vont être mis en œuvre par les administrations en particulier pour effectivement mettre en œuvre ce texte, parce qu'il demande du travail. Ma collègue Julie Marceau, qui est au WWF et qui travaille sur ces questions, me rappelait qu'il y a pas plus d'un demi-ETP qui aujourd'hui travaille en France sur le RBE, et donc dans l'administration. Et donc, c'est à peu près ça. Il paraîtrait que tu exagères sur le demi-ETP, hein, on dit à gauche. Hein. Peut-être 0,75, mais j'ai confiance en Julie. En tout cas, voilà. Et donc, en tout cas, cette question va être importante. Donc, nous, on demande ça, on demande un renforcement
quelque part, et aussi, comme toujours, un élargissement, c'est-à-dire que ne soient pas seulement concernés que les forêts, mais aussi tous les milieux naturels sensibles, les prairies, les savanes en particulier, qui sont des milieux d'une très riche biodiversité, abritant des peuples autochtones au même titre que la forêt, et qu'il faut intégrer dans cette analyse, puisqu'elle est multicommodité. C'est pour ça, elle n'est pas seulement bois. C'est pour ça qu'elle va être compliquée pour vous. Elle est multicommodité et elle est multi-pays et multi-écosystème. Mais c'est l'objet de l'avenir, on espère. Un grand merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir les intervenants parce que c'était une très belle table ronde. Un grand merci à eux. On espère qu'on aura aussi des réponses pour notamment le bois d'industrie, qui est peut-être l'industrie qui se pose le plus de questions sur comment faire. Mais on voit que les choses avancent si on prend un peu de recul par rapport à des systèmes volontaires avec ces obligations. Un grand merci aussi pour vos questions. Et je vous propose donc, pour ceux qui le souhaitent, de boire un verre. Il faut suivre Mathilde. Mathilde, on te suit? Par là? En face, c'est facile. Super. Merci.